La prophétie du météore, écrit et conté par Fadam. Je m'appelle Dan Wilkins. Je vais relater les terrifiants événements qui se sont déroulés à Robtown, Idaho. Je ne sais pas si je survivrai une semaine de plus, un jour, une heure. Donc je poste ça sur le net en espérant que le net survivra un peu plus longtemps et qu'il y aura encore des humains pour lire ces mots. Je suis affalé sur mon transat, c'est le 28 août, jour de mon anniversaire. Le soleil est bien rond dans le ciel sans nuages. Mon chien, Nino, un American Staff croisé avec un boxer, n'arrête pas d'aboyer. Au début, je me dis qu'il a vu une taupe ou quelque chose dans le genre, mais il commence à creuser la terre. « Nino, qu'est-ce que tu fais ? Nino, viens ici !» Mais mon chien ne paraît plus m'écouter. Il creuse avec acharnement. Je lève les yeux au ciel. Mon premier jour dans ma nouvelle maison ne peut-il pas se passer normalement ? Que je dis en direction du ciel. J'avais pris l'habitude de m'adresser directement à Dieu depuis quelques années. Et il faut dire que ça m'avait plutôt bien réussi, puisque j'avais fait assez d'argent avec mes articles de presse pour me payer cette petite maison de pierre en périphérie de la ville, dans un quartier résidentiel des plus tranquilles. Et j'ai aussi hérité de mes parents, décédés prématurément. « Bon, Nino, ça suffit là, maintenant tu viens !» Je siffle mon chien, mais il creuse toujours plus. Alors je me décide à aller voir. J'ai un mauvais pressentiment en me levant. Des gouttes de stress s'ajoutent à la sueur de mon front. De toute manière, il fait trop chaud pour rester dehors. À 1 mètre de Nino, je me fige. Je devine un objet solide dans la terre remuée. Je prends Nino par le col. Pas évident de le faire décrocher, mais le fait que je m'en occupe le rassure. Je suis à genoux et j'écarte la terre timidement, comme un archéologue qui vient de tomber sur un os de dinosaure. Je tâte l'objet. C'est une pierre et je devine déjà un angle. Je me redresse, l'adrénaline gagne mes avant-bras et ma mâchoire. J'ai des fourmis dans le haut du crâne. Je repense soudain à mes lectures de jeunesse, Jules Verne entre autres. Bon, on dirait qu'on a une fouille à faire, Nino. Il me regarde m'éloigner vers l'abri de jardin où j'entrepose mes outils. Oh, il fallait bien que ces outils servent un jour ou l'autre. Je prends une gorgée d'eau au robinet qui sert à arroser les plantes et j'ouvre la porte en bois à moitié pourrie. Autant il fait chaud en été, autant les pluies peuvent être torrentielles par ici. C'est pour ça que le bois est pourri. Je mets mon grand chapeau de paille, mes gants, puis je prends un seau dans lequel je mets une petite bêche, une mini-pelle et un grattoir. Je suis content de les utiliser, parce que ça fait ringard tous ces outils immaculés avec leurs étiquettes. Nino fixe l'objet enterré, le gratte de sa patte malhabile, puis jette un regard hagard. Mon chien n'a pas précisément l'air intelligent, mais il obéit plutôt bien, c'est l'essentiel. Et la suite des événements a prouvé qu'il avait un instinct protecteur des plus développés. Mais je m'avance, je parlerai de sa mort plus tard. Pour l'heure, je suis à 4 pattes et je fais de mon mieux pour extraire l'objet. Le problème, c'est que je me rends vite compte que ce n'est pas un simple objet. On dirait plutôt un grand coffre de pierre. Vient un moment où je suis étourdi par l'effort et le soleil, mais aussi par l'inscription à moitié effacée. Il y a un arbre gravé à même le flanc. Mais pour le reste des inscriptions, je suis incapable de déchiffrer quoi que ce soit. C'est à ce moment que je pense à Nadia Elvitch. Elle tient un magasin d'antiquités et de livres anciens. C'est un véritable puits de science, une polyglotte, mon amie, et accessoirement la femme que je convoite dans le secret depuis pas mal d'années. Oui, parce qu'en plus d'être une intelligence vive, Nadia a aussi ses charmes. Des hanches larges, des lèvres pulpeuses, des cheveux d'un noir éclatant, et des cils longs qui rendent le mascara inutile. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme à Robtown qui ne la connaisse pas. Mon voisin, par exemple, un certain Derek Patton, allait même jusqu'à s'inventer une passion pour les vieux livres juste pour aller lui faire la causette. Ce radin de première ne lui a jamais rien acheté. Je reparlerai de lui et du pauvre rôle qu'il ait eu à jouer dans toute cette histoire. Disons pour l'heure que Nadia était le genre de fille que tout le monde voulait, mais qui n'avait pas le cœur à ça. Je ne lui ai connu aucun amant. Et je ne l'ai jamais entendu parler d'un ex. Elle s'est jamais plainte d'être seule, d'ailleurs. Je me demande encore à ce jour si elle a seulement une libido. Je lui ai dit maintes fois qu'elle pouvait lever un peu la tête des livres et laisser entrer un homme dans sa vie. Mais elle m'a toujours répondu « Pourquoi faire ?» Et je n'ai jamais vraiment su quoi répondre. Un jour, elle m'a même dit qu'elle n'avait pas envie, mais alors pas envie du tout d'élever un enfant. C'est vrai que les hommes par chez nous
ne sont pas des lumières, ni même des êtres particulièrement charismatiques et indépendants. Ils veulent juste des enfants. Pour être tout à fait objectif, je pense même à ce stade que ce bled paumé mérite tout à fait la désolation qui s'est abattue sur lui. J'appelle donc Nadia, qui ne se fait pas prier pour me rejoindre. Là, dans le jardin, elle s'avance avec son déhanché qui me fait toujours le même effet dans le bas du ventre. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes amis. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle ne me répond pas tout de suite, puis relève la tête. Le regard dans le vide, elle semble encaisser l'émotion. Ce que j'en pense, finit-elle par dire, j'en pense qu'on a du boulot. Elle se relève et va chercher le gros matos dans la cabane. Et arrête de mater mon cul, Dan. Ça devient chiant. J'avoue que je regarde un peu trop son shorty. L'été, ça m'en met toujours plein la vue. Je déglutis et je reste comme un con, les mains sur les hanches, à regarder cet objet de pierre. Qu'est-ce que c'est, selon toi ? Un tombeau. Tu veux dire une tombe ? Oui. Du peu que je vois, il y a des inscriptions funéraires. C'est du grec ancien. C'est vraiment incroyable. Quoi ? Comment tu fais pour savoir autant de choses ? Je lis. Non mais moi aussi je lis, mais des magazines, donc ça sert à rien. Elle rigole et me lance une pelle. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'il y a là-dessous. Ramène-nous de l'eau et mets-toi à creuser. Je m'exécute. Quand je reviens, je vois qu'elle a planté un parasol pour nous faire un peu d'ombre. Nino nous regarde depuis sa niche, la langue pendante. Il a les yeux plissés et ce sourire niais que j'adore. 1 heure passe et on commence à voir l'essentiel de la chose. C'est bien un tombeau de 2 mètres de long et 1 mètre de large environ. Pour la profondeur, faut attendre. On a encore pas mal à creuser. On dégouline de sueur. On devrait faire une pause, non ? Oui, dit-elle tout en prenant quelques photos du flanc. Tu dois retourner au magasin ? Tu rigoles ? Je ne retourne pas au magasin tant qu'on n'a pas fait un examen exhaustif de cette tombe. Oui, c'est idiot. Je comprends que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais tu crois qu'on devrait appeler la police ou quelque chose comme ça ? La police ? Pour qu'ils nous privent du plaisir de la fouille ? Ah, sois pas bête. Ouais, c'est juste que j'aimerais bien récupérer ma pelouse. Sur ces mots, elle me regarde les sourcils bien hauts, puis elle est prise d'un rire nerveux et s'esclaffe. Elle en a presque les larmes aux yeux et je comprends que j'ai dit une connerie. Ouais, c'est bon, je sais, je suis ringard. Pas aventurier pour dessous, blabla. Elle continue de rire. Combien de fois m'avait-elle dit que j'étais comme la fourmi, près de ses sous et obsédé par la sécurité. Sécurité financière, placement immobilier, retraite par capitalisation. C'est vrai que j'étais devenu un mec assez chiant. Je me rappelle qu'étant enfant, j'étais une vraie pile électrique, toujours prêt à aller par-delà la colline, juste pour voir ce qu'il y avait. Je crois que j'ai cessé d'être comme ça à la mort de mes parents. Ils ont fait de l'aquaplaning et ont fini dans un fossé. La voiture est partie en tonneau. C'est con de mourir comme ça. Je crois que j'ai de la tristesse coincée dans le torse depuis, de l'asthme. Je n'ai pas vraiment pu faire mon deuil. Et c'est peut-être pour ça que je suis resté seul. On avait ça en commun avec Nadia. Je crois qu'on s'aime beaucoup, elle et moi. Notre amitié s'est faite naturellement, comme les vraies amitiés, avec le temps, comme une belle plante qui pousse à son rythme. Allons nous reposer quelques minutes à l'intérieur. J'acquiesce de la tête et me relève péniblement. « Oh, vous êtes en plein chantier, ce que je vois !» dit alors une voix que je connais trop bien. Je me retourne, c'est Derrick, derrière son grillage, sa tête entre 2 haies. J'ai envie de lui dire de retourner à son barbecue et d'écluser des bières devant un match de baseball. Mais Nadia me devance et dit « C'est une propriété privée, monsieur, et vous n'êtes pas censé nous épier. »« Oh là, Nadia, vous fâchez pas. Je voulais juste faire la causette. » Et sans rien ajouter, Nadia me prend par le bras et nous nous éloignons. Derrick est le genre de mec à devenir plus con et plus beauf avec le temps, comme un vin qui vieillit mal et devient vinaigre. Ça m'a toujours fasciné qu'un homme puisse régresser comme ça. Je m'étais toujours moi-même imaginé devenir un vieux sage, souriant et content de son sort. Si Derrick m'était si désagréable, c'est peut-être parce qu'il me faisait un effet miroir. Au fond, j'espère ne pas devenir comme lui. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Derrick n'a de toute manière pas eu le temps d'atteindre l'âge mûr. À l'intérieur, je sers une limonade fraîche à Nadia. J'y ai mis de la menthe et du sucre roux avec un peu de grenadine. Une tuerie.
On reste assis sur le sofa sans rien dire. Je sais qu'elle réfléchit à notre découverte, tandis que je réfléchis à rien. Si ce n'est peut-être aux conséquences de cette découverte. On fait quoi maintenant? On se pose et on reprend ensuite. On va en profiter pendant qu'il fait jour. Tu crois qu'on pourrait déplacer la chose dans le garage? Pourquoi? Tu veux retrouver ta belle pelouse? Bah ouais, mais j'aimerais aussi éviter d'attirer les regards, tu vois. Elle regarde en direction du grillage. Ce con de Derrick est toujours là à scruter la fosse. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Mais pour déplacer la tombe, il nous faut une grue. En fait, ce n'est pas nécessaire de la déplacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as de quoi éclairer, on peut travailler de nuit. On fera ce qu'on a à faire et seulement après on préviendra les archéologues de Boise. Cette découverte leur revient. Elle ira au musée. Et pourquoi on ne les prévient pas tout de suite? Parce qu'on se priverait du plaisir de la découverte, je te l'ai dit. Mais on risque de s'attirer des problèmes, je sais pas moi, c'est peut-être illégal. On va payer une amende ou même aller en tôle. Dan, calme-toi un peu. Tout va bien. Y a rien, tout va bien. Elle a le don de me calmer. Il suffit qu'elle pose sa main sur moi. Sur ma cuisse en l'occurrence. Je peux sentir son aura me gagner. Cette fille est un bijou, je vous le dis. Si elle devenait ma femme, adieu les insomnies. 3 gratouilles dans les cheveux et je m'endors pour ne plus me réveiller. Allez, on y retourne. Je la suis et on creuse jusqu'à la tombée de la nuit. On est obligé d'y aller doucement. La pierre est si vieille, m'explique Nadia, qu'elle s'effrite. Elle prend des photos régulièrement. Et puis il faut faire des pauses. Vous trouverez ça idiot, mais j'en suis arrivé à la conviction que l'humain n'est pas fait pour creuser. Réflexion très profonde, sans mauvais jeu de mots. T'as des spots lumineux? Me dit-elle sans grande conviction. Ah bah oui, bien entendu. J'ai toujours 2 ou 3 spots de côté, au cas où l'envie me prenne de creuser en pleine nuit. Fallait que je tente. Ce sera avec nos portables dans ce cas. Il nous faut un pied de biche ou quelque chose pour faire levier. Je vais dans la réserve à outils, et par un heureux hasard, mon père avait un pied de biche dans la caisse à outils rouge tout rouillé. Il y avait aussi un énorme tournevis. Jusqu'alors, je n'avais jamais prêté attention à cet attirail. C'est fou comme notre vue peut être sélective. Je reviens auprès de Nadia et un frisson me parcourt tout le corps. C'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir le tombeau. Dis pas n'importe quoi. S'il y a quelqu'un dedans, il ou elle est morte depuis longtemps. Et comment tu peux en être sûr? J'en suis pas sûr, j'y crois, c'est tout. J'ai trouvé la formule excellente. Et encore une fois, Nadia faisait preuve d'audace, et moi je restais ce mec frileux. Mais pas pour longtemps. Tu m'expliqueras la signification de ces symboles, hein? Oui. Mais si je le fais tout de suite, tu vas uriner dans ton pantalon. Je la regarde, l'air niais. Les derniers rayons de soleil disparaissent derrière la canopée au loin. Je plaisante, Dan. Chill your balls, man, chill your balls. Ça aussi, c'était typique de Nadia. Une blague qui n'en est pas vraiment une, puis cette expression que j'ai entendue 1000 fois. Chill your balls, man. On allume les lampes torches de nos smartphones et on les plante à demi dans le talus. On voit tout juste assez pour savoir ce qu'on fait. Elle prend le pied de biche et le pose dans l'interstice qui sépare le couvercle du flanc de pierre. Quand je commence à soulever, tu insères le tournevis de ton côté. Je hoche la tête et j'attends, concentré. Elle soulève le couvercle et un courant d'air s'en échappe. L'odeur contraste avec l'air chaud, mais elle n'est pas désagréable. C'est comme une odeur de poussière et de renfermé, mais c'est pas outre mesure désagréable. Je fais ma part du boulot et on pousse le couvercle qui n'est pas aussi lourd que ce que je pensais. On s'y prend à 3 fois pour ouvrir suffisamment le tombeau. Le voilà ouvert aux 2 tiers. Nadia prend son portable et se penche au-dessus de l'ouverture béante. Je m'attends à voir surgir un monstre ou qu'elle soit engloutie par je ne sais quelle créature. Mais rien. Elle n'a même pas sourcillé. Je prends mon portable et je me penche à mon tour pour voir. Je devine des os. Je dirige la lampe vers la gauche et un squelette apparaît. Je pousse un petit cri d'effroi. Le crâne est difforme, allongé à l'arrière. Du calme, Dan, du calme. C'est mort depuis des lustres. T'aurais pu me prévenir. Bah, dans un tombeau, on trouve généralement un squelette.
Tu le sauras pour la prochaine fois. T'as vu la forme de son crâne? Oui, oui, c'est intriguant. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est ces objets funéraires tout autour. Et le livre qu'elle tient dans les bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire un inventaire. Va nous chercher des sacs sous vide. Pour une fois, ta collection va servir. Je suis trop content de m'éloigner. Je peine à remonter le long du talus de pierre. J'ai la nausée. Nino me regarde depuis le salon. Il sent que quelque chose ne va pas. Alors il vient me lécher la main. Ça va, mon Nino, t'inquiète, j'ai juste un peu chaud. Je vais me servir un grand verre d'eau et je fais une pause les mains posées sur le plan de travail de la cuisine. Quand je repense à ça, je me dis que c'était encore la belle vie. Que j'avais encore chez moi et mon chien que j'aimais tant. Je me sers un verre de Coca-Cola. Ma mère m'en donnait à chaque fois que j'avais mal au ventre ou que je me sentais pas très bien. Ce qui est arrivé assez souvent quand j'avais un examen de maths ou la veille d'un départ en voyage. C'est assez agaçant ce genre de stress, je dois dire. Mais bon, faut être gentil avec soi-même. Je reviens avec tous mes sacs sous vide. Nadia a commencé à étaler des objets dans l'herbe. Commence à les emballer, s'il te plaît. Un objet par sac. Ah bah c'est super, tu viens de dire s'il te plaît. Je dois en conclure que t'es de bonne humeur. Pas trop vite, Dan. Pas trop vite. Je serai contente quand on aura fini le boulot. Parfois je me dis que tu vis dans un film d'action ou un roman d'aventure. Elle ne répond pas. Beaucoup trop absorbée qu'elle est à extraire les objets. Elle me tend une amulette que je crois être en or. Un bijou vert a été incrusté au centre. Tu crois qu'une malédiction va s'abattre sur nous? J'ai lu ça dans un livre sur les pilleurs de tombes. Parfois je me dis que tu vis dans un roman d'aventure, Dan. Ah putain, t'es con. Bon, qu'est-ce que ça représente quoi, ça? J'éclaire un point de la stèle avec mon portable. Ça représente l'univers. Et cette boule que tu vois, c'est un corps céleste. Une planète, peut-être un météore. On continue en silence, jusqu'à ce que tous les objets soient mis sous plastique. Je vais maintenant extraire le livre, ok? C'est le plus délicat des objets, alors on y va doucement. Elle entre complètement dans le tombeau et se tient au-dessus du squelette. Je n'aime pas ça du tout. Éclaire un peu ici, tu veux? Je suis bien obligé de me rapprocher et d'éclairer les bras en croix. Elle écarte doucement la main droite. Les os résistent un peu, comme si le mort continuait d'exercer sa volonté sur le livre. Puis l'ossature craque, et elle déplace complètement le bras sur le côté. Elle saisit la main gauche, mais elle se détache de l'avant-bras. « Oups !» dit-elle amusée. « Désolée, madame. Comment tu sais que c'est une dame ?» C'est écrit sur la stèle. Ici repose la clairvoyante Helena, mère des mystères et prophète du météore. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Sois patient. Je vais de toute manière décrypter le contenu du livre et on en saura plus. Mais là, tu me stresses. T'es un mec stressant, Dan. Je comprends toujours pas pourquoi on est amis. Nadia avait le don de dire ce qu'elle pensait, sans filtre. Et parfois c'était chiant, faut le dire. On est potes parce que je suis un mec attachant, voilà. Bien vu, mais t'es aussi un mec chiant. Éclaire par ici, s'il te plaît. Oui, mon général. Elle écarte le bras gauche, et ce qui ressemble à un grimoire s'en trouve libéré. Elle le prend délicatement. La couverture est robuste, mais on peut déjà voir que les pages ont été rongées par la pourriture. Tu veux un sac? Non, on va le poser sur la table du salon et l'étudier tout de suite. Tiens, je te le passe, sois très prudent. Elle me tend le livre. Je pose le smartphone à terre et le prends à pleine main. Je sens tout son poids, celui du livre et des âges. Ça pèse, et je reste transi comme un imbécile. Eh bien, va dans le salon. Reste pas planté là. Je tourne lentement sur moi-même et je m'avance vers Nino qui nous regarde assis sur ses deux pattes arrière. Soudain, il entend quelque chose et aboie en direction des haies. Il court vers le grillage et se met en rogne. J'entends quelqu'un s'éloigner de l'autre côté. Sans doute Derrick qui n'a pu s'empêcher de nous espionner. Ce mec n'a vraiment pas de vie. Je rentre par la baie vitrée entr'ouverte et pose délicatement le livre sur l'un des sets de table. La lumière est douce à l'intérieur et je me dis que c'est parfait pour le livre. Étrangement, je le vois comme un être vivant et non pas comme un objet inerte. Nadia entre, plein de terre et de sueur. Elle fait des marques sur mon carrelage et même sur un coin du tapis. Je ne dis rien, même si j'en ai très envie. Serre-nous à boire, la nuit va être longue.
Je ramène 2 verres et une grande carafe. Pose-les sur la commode. On prend pas de risque de verser de l'eau sur le papier. Le livre est fermé à l'aide d'une cordelette en cuir. Elle la déroule soigneusement. Fallait la voir, avec ses cheveux en bataille, son décolleté plein de sueur et de terre, les 2 yeux grands ouverts et complètement absorbés par la découverte. Je commence aussi à oublier mes soucis mondains. La curiosité s'empare de moi et c'est un vrai sentiment jouissif que je n'ai pas connu depuis très longtemps. Elle relève le buste et me regarde droit dans les yeux tout en inspirant fort par les narines. Viens t'asseoir près de moi. J'y vais et je la regarde faire. Elle désactive le flash de son téléphone puis ouvre le livre très lentement. La première page est pleine de taches de moisissure, mais on peut encore lire les lettres grecques. La prophétie du météore, dit-elle tout en prenant plusieurs photos qui vont directement sur son cloud. Par Helena de Kissamos, fille d'Hélios. Nadia fronce les sourcils. Déjà ça cloche. Si ça date de l'Antiquité, comment un tombeau grec se retrouve-t-il dans l'Idaho ? Je sais pas, le livre va sans doute nous dire pourquoi, dis-je, empreint d'une certitude qui m'étonne moi-même. Elle tourne la page et tout un ensemble de lettres apparaît. Certaines ne sont plus lisibles, mais l'essentiel du texte est bien préservé. Elle me traduit en direct. En 2023, de l'ère du Verseau, un météore pas plus gros qu'une maisonnette viendra frapper la Terre par-delà l'océan. Elle fait une pause et prend des notes sur son calepin. Depuis que je la connais, Nadia a toujours un calepin sur elle. À force de la voir écrire, j'ai moi-même aussi commencé à écrire dans un calepin. Des affirmations que je crois m'avoir aidé à surmonter la mort de mes parents. Elle prend des photos, puis poursuit la lecture. T'as bien lu 2023, t'es sûr ? Elle relit et confirme. Oui, c'est bien ce qu'il y a écrit. Je n'aime pas ça du tout. Écoute, si tu veux être un bon archéologue, ou du moins un bon assistant, je te demanderai de garder ce genre de remarques. Et de manière générale, n'attends pas que ça se déroule comme tu veux. Oui, merci bien. J'en sais quelque chose. Je te rappelle que mes parents sont morts quand j'étais encore à l'université. Excuse-moi, Dan, je suis un peu nerveuse, c'est tout. Je veux juste dire qu'on est là pour déchiffrer, sans préjugés. Je trouve aussi ça surprenant qu'il y ait écrit 2023, mais c'est bien ce qu'il y a écrit. Elle sort ses lunettes de lecture et les pose sur son nez fin. J'avais envie de l'embrasser à cet instant. Ça me prenait encore, alors que c'était clair que nous étions amis. Le météore est un véhicule. Il porte en lui les germes d'une nouvelle espèce invasive, invisible, inodore. Elle gagnera le corps des hommes et s'emparera de leur jugement. C'est ainsi que le cycle de l'homme et du libre arbitre prendra fin et qu'une nouvelle espèce dominante verra le jour. On reste silencieux un bon moment après ça. Et pour rompre le silence pesant, je dis « C'est pas très sympa comme déclaration. Désolé, je suis pas un bon assistant. » Excuse reçue. C'est une prophétie. Rien ne dit que ça aura lieu. Elle parle d'une invasion extraterrestre, c'est bien ça ? Oui. Par l'entremise d'un météore. Poursuivons. Nadia tourne la page et lit. Je serai enterré là où l'impact doit avoir lieu. Celui qui trouvera mon tombeau saura. Oh, une minute. Tu peux répéter ça ? Je serai enterré là où l'impact aura lieu. Je sens la nausée me gagner à nouveau. J'ai un goût de vomi dans la bouche. Va prendre un verre d'eau et détache-toi du texte. De toute manière, si un météore doit percuter la région, l'observatoire de Boise en sait quelque chose. Sa tentative pour me rassurer fonctionne en partie. J'avais quelque chose auquel me raccrocher. Continue la lecture, s'il te plaît. Elle remet ses lunettes en place et poursuit. L'invasion aura lieu le 30e jour du mois le plus chaud. Elle marque une pause pour être sûre d'avoir bien lu. Je m'attends à la voir rire et dire « Mais non, gros bêtasson, c'est une blague. » Mais non. L'impact sera dévastateur,
Mais ce ne sera rien comparé à ce qui s'ensuivra. Elle se tait à nouveau. Et le reste est illisible. Le papier commence même à s'abîmer à vue d'œil. Je vais en lire le plus possible et faire des photos, d'accord? Je te raconterai ensuite ce que j'ai lu. Va t'allonger en attendant. T'as le teint blême. Je ne me suis pas fait prier et je suis allé dans le canapé. J'ai pris de la valériane en cachet pour me calmer. Nino est venu me lécher la main avant de s'assoupir à mes pieds. Il me manque terriblement. Mon cerveau n'arrivait pas à intégrer l'information. Ça semblait être une énorme farce. Je veux dire que si ne serait-ce qu'1% de ce qui était écrit dans ce livre était vrai, j'étais en passe d'avoir la vie la plus merdique de tous les temps. Le simple fait d'avoir une foutue tombe dans mon jardin était déjà intolérable. Harassé, j'ai fini par m'endormir profondément. Je me réveille à l'aube. J'ai dormi comme un tronc mort. Je frotte mes yeux. Nino dort toujours à mes pieds. Nadia, elle, est toujours attablée. Mais elle a sa tête dans ses bras croisés. Elle a dû étudier le manuscrit jusqu'à ce que la fatigue l'emporte. Je vais péniblement vers la machine à café. J'ai rêvé d'une maison en bord de lac. Rien ne se passait vraiment dans mon rêve, et je crois que c'est précisément ce que mon inconscient réclamait, de la tranquillité. Je regarde sur ma gauche à travers la baie vitrée. On dirait qu'une taupe géante a creusé en plein milieu de mon jardin. Je pense au squelette, mais le café d'abord. Du lait d'avoine dans ton café? Oui, merci. T'as fait d'autres découvertes intéressantes? Elle garde le silence. Je me retourne. Ses yeux sont rouges, avec des cernes profondes. Oula, je vois que t'y as passé la nuit. Et sans se faire prier, elle m'explique qu'il faut que je fasse ma valise, que je dois m'installer chez elle. Sa maison se trouve dans la forêt, en périphérie de Ropetown, là où les montagnes commencent. Elle m'explique que le livre mentionne d'autres prophéties qui se sont avérées être vraies, des cataclysmes, des tsunamis ou encore des éruptions volcaniques. Écoute, ça ne coûte rien que tu viennes chez moi un temps, ok? Parce que si ce qui est écrit est vrai, un météore va frapper ta maison. Quand elle me dit ça, j'ai des acouphènes et mon cœur s'emballe. En parlant de cœur, du reste, le livre explique que son auteur a reçu une greffe de cœur et que c'est ainsi qu'elle aurait eu le don de clairvoyance et la possibilité de lire l'avenir. Une greffe de cœur à cette époque, c'est déjà trop. Nadia me dit que si c'est vrai, la première greffe de cœur aurait eu lieu non pas le 3 décembre 1967 en Afrique du Sud, mais dans la Grèce antique. Ce qu'il y avait de fascinant, c'était aussi la description que le livre faisait du cœur. Cet organe serait en réalité un deuxième cerveau, beaucoup plus puissant d'un point de vue énergétique que le cerveau, et doué d'une mémoire. Le cœur de cette Helena, mère des mystères et prophète du météore, appartenait donc à quelqu'un d'autre et renfermait des connaissances, entre autres sur l'avenir de l'humanité. C'était vraiment gros, et à cet instant, je pense encore à ma maison que je viens d'acheter et à la retraite anticipée qui m'obsédait jour et nuit. Une prophétie cataclysmique ne faisait absolument pas partie de mes plans. Qu'est-ce que t'attends? Ce météore peut se cracher d'un moment à l'autre. Tu vas préparer tes affaires. Attends un peu, t'as pas dormi, t'es super irritable, et c'est qu'un bout de papier qui n'a... Elle se lève d'un bond et vient à mon niveau. Elle plante ses yeux verts dans les miens. Nadia peut être très têtue, et elle n'aime pas qu'on la contredise. Surtout si ce quelqu'un est un homme. Elle me sourit faussement et me prend le café des mains. Je vais prendre une douche, et on part après. Elle s'éloigne comme si le débat était clos. J'arrête la clim et ouvre la baie vitrée. J'ai besoin d'air renouvelé. Il fait un peu plus frais ce matin. Un petit vent agite même les haies et le marronnier. Je m'approche de la fosse. Le squelette gît toujours. J'ai envie de l'interroger. Vous n'avez pas honte, Madame Helena, de débarquer dans ma vie et de la foutre en l'air avec votre prophétie à la noix? Mais le squelette en impose. Surtout son crâne allongé.
Nadia m'explique plus tard qu'il est dû aux informations que ce médium a reçues lors de ses canalisations spirituelles. Elle aurait reçu l'information de l'archange Raphaël, qui veut dire Dieu guérit, et qui annonce la fin du monde. Alors je retire vite mes pensées vindicatives de mon esprit, et je me dis que ça ne coûte rien d'aller quelques jours au vert, à côté de ma meilleure amie et de la femme que je désire en secret. Encore que je dois dire que ma libido est totalement éteinte. C'est le pouvoir du squelette, je suppose. Si vous aussi vous avez une trop grosse libido, je vous recommande d'aller dans un ossuaire ou de visiter des catacombes. C'est une technique infaillible. Je rentre. J'essaye de faire abstraction de mon mobilier fraîchement acquis. Dieu soit loué, je n'avais pas vraiment commencé à peaufiner la déco. Sur mon lit king size, je mets 2 gros sacs noirs. J'y aurais bien mis des liasses de billets, mais j'ai dépensé l'essentiel pour acheter tout ça. Et je me dis alors que si la prophétie est vraie, ce trésor matérialiste était en passe de devenir poussière. Toutes mes années de labeur à me casser les reins allaient devenir fumée au vent. Je prends tout ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les chemises aux motifs africains que j'adore porter, mais aussi les souvenirs, la photo encadrée de mes parents quand ils étaient jeunes mariés. Bien sûr, j'applique la technique de Marie Kondo pour sélectionner ce qui est nécessaire et laisser ce qui ne l'est pas. J'enroule soigneusement mes t-shirts et caleçons pour faire tout entrer. Et finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin de grand-chose. Je laisse les parfums là où ils sont. Si le monde doit s'arrêter, je ne me sens pas de sentir bon. Je pense que ça fait sens. « T'es prêt ?» me lance Nadia depuis le salon. Je la rejoins avec mes 2 sacs. « Qu'est-ce qu'on fait du squelette ?»« Rien. On le laisse là. Telle est la volonté d'Elena. Prends ta voiture et suis-moi. Faut pas traîner. Nino, debout mon gros. Allez. On part en voyage. » Il incline la tête et me regarde avec son sourire niais. Il me manque. Dehors, le soleil commence à taper. J'ai oublié la crème solaire et mes lunettes de soleil. Peu importe. Je suppose qu'un météore, même petit, ça remue la terre et ça fait de l'ombre. C'est fou comme le sentiment d'urgence vous libère de bien des choses. En fait, je me rends compte à ce moment-là que je me suis encombré de choses inutiles. Et ça fait du bien de se délester. J'ouvre la porte arrière. Nino monte à bord. Il remue la queue tout excité. « On va chez tante Nadia, ok ? Des arbres sur lesquels uriner à perte de vue. Tu vas adorer. » J'ai l'habitude de parler à Nino, et en général, je le fais de bonne humeur. Je suppose que je me sens seul dans ma vie. Ou c'est simplement que je considère Nino comme un humain dans un corps de chien. Je suis Nadia, qui accélère. Derrick ramasse la fiente de son chien. Il me jette un regard interrogateur. J'ai envie de m'arrêter pour le prévenir, mais la perspective d'une explication ésotérique à Derrick me décourage. Nadia est déjà au bout de la route. Elle prend le rond-point et sort à la première à gauche. J'appuie sur l'accélérateur. Les maisons de ce quartier résidentiel prennent une toute autre allure. Mon Dieu, que je me dis. Je suis devenu un mec chiant. Comment je peux vivre ici ? Ça devient une évidence. J'étais fait pour le centre-ville, au cœur des commodités et des animations, ou à la limite, en pleine nature. Mais pas pour cet espace bâtard et artificiel à mi-chemin entre les deux. Je suis désolé si vous vivez dans ce genre de bled, et je suis désolé si je vous vexe, mais je n'ai rien à cacher ou à perdre pour des raisons que vous allez très vite comprendre. On est donc là, au début de la N665 qui serpente dans les montagnes. Quand je vois un jet de flamme dans le rétroviseur central, suivi par un bruit sourd et inconnu jusque-là. La terre tremble et je dérape malgré moi. Nadia accélère et je presse l'accélérateur par réflexe. Soudain, un vent de terre pousse la voiture sur le côté. Mais on tient bon et on continue à rouler. Le problème, ce n'est pas le vent, qui n'a été qu'une onde éphémère, mais le ciel qui s'obscurcit. J'active mes essuie-glaces. « C'est la merde, Nino !»« Si c'est bien ce que je pense, un météore vient de percuter notre maison. » Et sur ces mots, je pense à Derrick. Je n'aurais jamais pensé avoir ce type à l'esprit, mais là, je suis pris d'une pitié abyssale. Le gars et tout le voisinage ont dû être pulvérisés net. Les os, les vaisseaux sanguins, la peau, tout a fusionné pour s'élever dans les airs. La cendre et la matière qui colle à mon pare-brise appartenaient peut-être à Derrick. J'imagine sa tête percuter le pare-brise pour rejoindre la tornade de terre. Je ne vois presque plus Nadia devant moi. J'allume les feux de route. C'est la merde, Nino.
Je répète ça comme un mantra. C'est la merde, Nino. Ça m'aide à garder le contrôle du volant. J'ai une envie de crier. Quand j'y pense, c'était la peur qui gagnait mes tripes. J'avais envie de pousser un cri suraigu, comme aurait pu le faire un enfant apeuré. Une branche percute ma carrosserie. Oh putain! J'accélère pour garder Nadia dans mon champ de vision. Les sapins alentour, de plus en plus denses, nous protègent du vent et de ce brouillard de poussière. Ça va aller, Nino. Ça va le faire. On roule comme ça une demi-heure. Depuis que je la connais, Nadia a toujours vécu dans cette maison isolée, héritée de son père, autrefois libraire. C'est de lui qu'elle tient le goût de la lecture et des livres. Elle les respire comme on respire une fleur. Quand elle le fait, je la trouve irrésistible. J'ai toujours ce débat interne en moi. Je me dis que si je déclame ma flamme, j'enterre notre amitié. Mais que si je ne le fais pas, je tue l'amour dans l'œuf. J'ai commencé à faire un peu d'asthme depuis qu'on se connaît. Et je suis sûr que c'est à cause de ce désir réfréné. Si vous avez des problèmes respiratoires, pensez à regarder en vous. Il se peut que vous réprimiez un désir ardent. J'aperçois un peu de bleu dans le ciel. J'allume la radio. Les ondes sont brouillées, mais je capte une chaîne. Les quelques mots que je perçois me glacent le sang. Un objet insolite, de grande taille, vient de percuter la petite ville de Robtown. J'éteins la radio. C'est donc vrai. C'est donc vrai. Tout ça a l'apparence d'un immense et grotesque cauchemar. Et à ce moment-là de l'histoire, Nino est toujours en vie. Et je ne cède pas à la panique, encore que je suis en train de faire le deuil de ma maison. Je me demande encore comment je peux me préoccuper de ma foutue maison quand tout mon voisinage vient d'y passer. Faut vraiment être englué dans son désir de prospérité, de propriété, pour être aussi con que ça. Bref, le ciel bleu reprend ses droits. La route s'élève et je regarde sur ma gauche. Les sapins en contrebas, et un gigantesque smog de poussière et de terre. Je ne vois presque plus la ville. Seules quelques maisons à flanc de collines sont visibles. Le reste est dans ce smog de l'enfer. Le sang quitte mes veines. Je sue du front, j'ai envie de pleurer. Nino couine et pose sa tête sur la coudoir. Je lui gratte le haut du crâne. Ça le détend et moi aussi. Ça va aller, que je lui dis en boucle d'une voix blanche. Ça va aller. Enfin, nous arrivons à la bifurcation. Un chemin de terre s'enfonce dans la forêt. La Jeep de Nadia remue de droite à gauche selon le relief. Ma voiture, une citadine, prend très cher, mais peu importe. Après la maison, je peux bien perdre la voiture. C'est un peu radical comme ascèse, mais ça a un côté positif, comme je l'ai dit. On se gare devant la maison. Son jardin est presque aussi sauvage que la forêt. Ça fait bien 1 mois que je ne suis pas venu boire le thé chez elle. Je comprends pourquoi elle vit ici, seule. Cette tranquillité vaut de l'or. Savoir que ma maison est imprimée au fond d'un cratère me fait penser que cette maisonnette est maintenant chez moi. J'éteins le moteur et repose mes mains sur le volant. Nadia toque à la vitre. « Viens, je vais nous faire du thé. » Elle perçoit le désarroi dans mon regard. Comment peut-elle penser à nous faire du thé? Je tremble un peu. Elle ouvre la porte et me donne un bisou sur la tempe tout en passant une main dans mes cheveux. « Rentre, va t'allonger. » Je la suis, hagard. J'en oublie Nino, revient sur mes pas et ouvre la porte arrière. Il saute hors de la voiture et se rue vers la porte d'entrée, la queue entre les jambes. Ses pattes tremblent. Il sent ma peur. Nadia ne laisse pas entrevoir son effroi. Elle est tellement courageuse, incroyable. Elle ouvre, me pousse gentiment à l'intérieur et referme la porte en bois. Elle pousse l'interrupteur vers le haut, mais aucune lumière n'en jaillit. Ah, c'est bien ce que je pense. L'électricité a été coupée à cause de l'impact. Je m'assois sur le bord du sofa, fébrile. Nino pose sa tête sur ma jambe. Il a les yeux imbibés de larmes. Il émet de petits gémissements et ça m'oblige à être fort. Les mots, mon Dieu, s'échappent de ma bouche. La découverte de la tombe était déjà incroyable. Mais qu'un météore vienne percuter mon quartier, c'était tout bonnement impensable. Et je me dis enfin qu'on a eu une sacrée chance d'être parti à temps. Je tourne de l'œil et je tombe dans les pommes. J'entends un bruit de voiture. Je me réveille en sursaut. Nadia est assise dans la cuisine et écoute la radio, l'air grave. Nino est près de la cheminée éteinte. Elle se lève et jette un coup d'œil par la fenêtre. Les Davis, mes voisins. Je me relaxe un peu. Je vais leur parler, restez ici. Attends, je viens avec toi. Nino, reste ici. Nino ne trouve rien à redire. Dans mon rêve, je me vois prier Dieu de me venir en aide.
Alors je fais cette prière sur le seuil de la porte que Nadia déverrouille. Ô Seigneur, éclaire ma lanterne, car je suis plongé dans le noir et ne comprends pas tes desseins. Que ta volonté soit faite à travers moi et que l'amour règne sur la terre. Amen. Cette prière, je la récite très souvent, à toute heure de la journée et de la nuit. Ma vie a pris un vrai tournant quand je m'en suis remis à Dieu. Pourquoi vouloir tout comprendre? Pourquoi tout faire par soi-même? Alors que nous sommes reliés à un univers beaucoup plus vaste et puissant. Le météore en est la preuve. Je ne voyais pas bien quel rôle le destin me réservait. Je ne voyais pas bien l'amour s'incarner et grandir autour de moi. On sort. Les voisins de Nadia sont déjà garés au loin. Frank Davis nous fait un signe de la main. « Mon Dieu, quel soulagement de vous voir ici !» lance-t-il. « Un barrage de police a été mis en place. Nous avons dû faire un détour par Govarent. » On va jusqu'à eux. « Tout va bien, nous avons évité le pire. »« Vous avez vu le météore percuter le sol ?» demande Nadine Davis avec candeur. « Nous avons vu la boule en feu tomber du ciel. Dieu soit loué, vous n'étiez pas chez vous, monsieur Wilkins. » Elle pose une main sur son cœur. Son mari la soutient par la taille. « Oui, dis-je. On a failli passer. Je suis encore sous le choc. »« Oh, c'est bien normal, » dit Frank. « Vous voulez peut-être entrer boire un schnapps à la cerise ?»« Ce n'est pas une mauvaise idée, » dit Nadia. « Venez, entrez. Il faut que je vous montre aussi quelque chose. » Je fronce les sourcils. Nadine le voit et m'adresse un sourire espiègle. Mais son sourire s'efface rapidement et je ne vois plus qu'une femme au teint pâle, secouée par l'émotion. Elle aussi vivait une vie banale loin de la ville et du bruit. Frank prend un objet enveloppé dans un chiffon sur la banquette de son pick-up. Nadia me lance un regard interrogateur. On ne dit rien, mais on n'aime pas tellement ça. Nous entrons dans une maison en bois et en pierre. Des casseroles sont suspendues à la grosse poutre qui traverse le salon, salle à manger. « Asseyez-vous, » dit Nadine. « Je vais faire du thé et allumer un feu. » Frank ne dit rien. Il s'assoit dans son sofa et pose délicatement son chiffon enroulé sur la table basse en bois. Nadia et moi, on s'assoit en face de lui, intrigués. Nadine revient avec un plateau sur lequel étaient posées 4 tasses, une bouteille de liqueur de cerise et 3 shooters. Elle nous sert. « Bon, faut que je vous montre ce qui a percuté la route. » Il ouvre le chiffon. Une pierre noire au reflet vert apparaît. Nadia et moi, on a un mouvement de recul. « Qu'est-ce que c'est ?» que je dis par réflexe. « Ça atterrit sur la route tandis que nous revenions de Kinnissimi. On pense que c'est un fragment du météore. Je connais bien les pierres de la région. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais vu une telle couleur depuis que je collectionne les pierres. Regardez. » Il prend la pierre à pleine main et me la tend. Nadia pose un bras sur mon torse. « Il est préférable de ne pas la toucher, » dit-elle. « Vous devez la remettre à la police. »« Oh, ils ont assez de débris comme ça à leur disposition. » C'est fascinant comme cette pierre est froide et légère. Bien que robuste. Après l'impact, elle aurait dû fondre et devenir magma, non? Mais regardez, elle semble avoir résisté. J'ai vraiment hâte de la passer au microscope. Nadine nous tend un schnapps et dit « Prenez donc ça, ça fouette le sang, et c'est bon pour la circulation. » On boit d'une traite et on la remercie. « J'ai pu capter à la radio, » dit Nadia. « Les autorités ont bien instauré un périmètre de sécurité de 10 km autour du cratère. Ils ont pu extirper une trentaine de corps des débris, sauf à l'épicentre, où tout a été pulvérisé. Je suppose qu'on aura bientôt les témoignages de ceux qui ont survécu. J'ai essayé de joindre la police, mais la ligne est occupée. »« Vous voulez témoigner, c'est bien ça ?» Elle me regarde comme pour avoir mon autorisation. Dan et moi, on a trouvé quelque chose dans son jardin. Un tombeau, pour être plus précise. Il y avait un squelette et des objets funéraires, dont un livre. Je n'oublierai jamais l'expression hébétée des Davis, assis en face de nous. Nadine prenait son mari par le bras. Dans ce livre, il y avait une prophétie. Elle annonçait la venue de ce météore. Nadia n'en dit pas plus. La peur qu'on pouvait lire sur leur visage la dissuade. Un météore, c'est déjà un gros morceau à avaler. Si vous y ajoutez une prophétie, ça devient carrément indigeste pour le commun des mortels. L'homme routinier n'est pas fait pour ce genre de cataclysme.
À vrai dire, je me dis que nous avons bien régressé en tant qu'espèce. Ne sommes-nous pas arrivés jusqu'ici grâce à notre persévérance et notre résilience? Des dents de sabre aux périodes glaciaires, des tsunamis aux tornades, des sécheresses à la peste, des guerres au génocide, nous avons tout encaissé. Tout, sauf un météore. Je crois que nous allons nous reposer, dis-je pour briser la glace. La journée a été forte en émotions. Les autorités vont faire leur boulot. Plus qu'à attendre maintenant. Je prends Nadia par la main, ce qui la surprend, mais elle se laisse faire. Merci, madame et monsieur Davis. C'est bon de vous savoir sain et sauf. Merci, monsieur Wilkins, Dit Nadine. reposez-vous bien. J'avais envie de leur dire de prier le Seigneur, mais quelque chose m'en empêche. Comme une force malveillante, je la sens irradier dans la pièce. Nous sortons. Tu peux lâcher ma main? Rentrons, ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce bout de pierre, je le sens pas. Oh, tu vas pas commencer, Dan. Moi aussi, je trouve ça con qu'il l'ait ramassé, mais qu'est-ce que tu veux, c'est qu'une pierre. Justement, je sais reconnaître quand je suis simplement frileux, et ben là, j'ai vraiment ressenti que ça allait pas. Elle pose sa main sur mon épaule et plante son regard dans le mien. Écoute, t'es en stress post-traumatique. Là, respire. Inspire, expire. J'adore quand elle fait ça, ça me relaxe instantanément. Écoute, tu m'as bien dit que le météore porte en lui les germes d'une nouvelle espèce invasive. Elle est comme prise d'une révélation. J'ai pas halluciné, t'as bien lu ça, c'est bien ce que t'as lu. Dans le livre. Oui, éloignons-nous d'ici. Faut que je réfléchisse, que je relise certains passages. Oui, et puis si tu pouvais me traduire en direct, ça m'arrangerait. Je t'avais dit de te mettre au grec ancien. Maintenant, tu comprends l'utilité. Très drôle, pique de la Mirandole. Je l'appelais comme ça quand elle jouait la Miss Je sais tout. Je suis tout ouïe désormais. On est revenu chez elle. Entre les Davis et nous, il y avait peut-être 200 mètres, pas plus. J'avais toujours trouvé ça bien que Nadia ne soit pas complètement seule et qu'elle puisse compter sur ses voisins au cas où elle tombe malade ou qu'il y a un problème. Sauf que comme vous allez le voir, les voisins sont le problème. Et un gros. On frappe à la porte avec insistance. Je sursaute, vois qu'il est 4 heures du matin à la pendule. La pièce est éclairée par quelques fausses bougies, celles qui ont des piles, et des lampes de chevet ici et là. Nadia se lève de son fauteuil, elle repose le vieux livre et se frotte les yeux. Je commence à m'inquiéter de son manque de sommeil. C'est Nadine. Ouvrez vite, s'il vous plaît. Nadia enlève la sécurité et la porte de bois grince sur ses gonds. Venez vite. Je ne sais plus quoi faire. Franck ne dit plus rien. Il a les yeux dans le vide. Je ne sais pas quoi faire. Ça va aller, Madame Davis, calmez-vous. Je me relève pour la rejoindre, mais Nadia me dit de rester là. Je lis dans ses yeux qu'elle est sérieuse. Inutile d'insister. Nino commence à grogner. Je pose une main sur son crâne et tente de ramener son attention sur moi. Elle referme la porte et suit Madame Davis et le faisceau lumineux qui sort de sa lampe torche. Je les regarde s'éloigner dans la nuit noire. Nadine porte une laine. La température a dû diminuer parce que j'ai les pieds gelés. Je regarde le thermomètre accroché au-dessus de la commode verte. 15 degrés. Oui, il fait beaucoup plus frais. Je vais vers l'armoire et je prends le premier sweatshirt que je trouve. Il est rose, avec une licorne imprimée dessus, tout délavé. Elle l'a depuis qu'elle a 13 ans. Comme quoi on trouvait encore des vêtements de qualité à l'époque. Je l'enfile. Il est un poil trop serré, mais ça va. Quoi? Me regarde pas comme ça. Au moins ça me tient chaud. Je me rue sur mon chien et le chatouille. Mais il ne réagit pas, l'humeur n'y est pas. Normalement, mon chien se met les 4 pattes en l'air et gesticule dans tous les sens. C'est là que je comprends qu'il y a un truc qui cloche. Il va vers la porte et se met à aboyer. Il gratte le parquet en bois. Un cri strident s'élève dans la nuit. Je reste de marbre, puis je me rue vers la porte. Nino court vers la maison. Je suis déjà essoufflé. Mon smartphone éclaire les pierres au sol, puis le gravier des Davis. Leur porte est fermée. La fenêtre du salon se brise et quelque chose en sort. Je dirige la lumière vers elle. C'est Frank Davis. Il se relève péniblement. « Monsieur Davis, que se passe-t-il »
Mais Nadia sort comme une furie, un couteau de cuisine à la main. « Va-t'en, Dan! Va-t'en, Dan !» Frank se relève. Je l'éclaire du mieux que je peux. J'essaie de capter son regard, mais il reste stoïque. Aucune émotion humaine ne se lit sur son visage. Rien. Il est parfaitement impassible. Nino grogne. Il montre les crocs et se tient près de Nadia qui brandit le couteau. Je n'ai pas le temps de dire quoi que ce soit que Nino se jette sur Frank et le mord à la jambe. Le vieil homme ne crie pas, il ne gémit pas, prend l'une des pierres qui entourent la roseraie et frappe Nino au crâne avec une force prodigieuse. Un coup sec. Mon chien lâche prise, tué sur le coup. C'est là que je sors de ma torpeur. Mais avant que je puisse me ruer sur lui, Nadia me donne un coup d'épaule et je tombe à terre. Le smartphone et la lumière de la maison éclairent tout juste assez le corps à corps. Nadia essaye de lui planter le couteau dans le torse, mais il résiste. Monsieur Davis n'est pas précisément un athlète. C'est un vieux monsieur, avec une bonne constitution, certes, mais c'est un vieux monsieur, vous comprenez, avec des problèmes d'arthrite et de l'asthme. Ce n'est pas Frank Davis que j'ai devant moi. Nadia parvient à planter le couteau. Elle le ressort, lève les deux mains bien haut pour lui asséner le coup de grâce, mais Frank la repousse violemment et prend la pierre à pleine main. Je cherche une pierre dans la pénombre, en saisis une et la lui jette de toutes mes forces. Elle percute l'arrière de son crâne. Quand j'étais petit, mon coach de baseball m'a dit que j'avais peut-être une carrière devant moi. Mais j'avais écouté ma mère et suivi des études aussi rébarbatives qu'inutiles. Mais il y a des choses innées qui ne se perdent pas. Frank est déstabilisé. Je prends mon smartphone et l'éclaire. Il a le crâne en sang, il se retourne et je le vois, l'immonde regard, vide et hostile. Pas même un robot vous aurait foutu une frousse pareille. Un requin eût été plus agréable en face à face. Mais avant qu'il ait pu faire un pas vers moi, une lame sectionne sa jugulaire. Nadia porte un autre coup et le couteau reste planté au travers de sa gorge. Il tombe sur ses genoux, puis la tête la première. « Il a tué sa femme, et je suis peut-être infecté. Va-t'en, va-t'en !» Je veux rester, secourir Nino, aller voir si Nadine n'est pas juste blessée, prendre Nadia avec moi, me marier avec elle, partir loin, me réveiller de ce cauchemar indicible. « Fuis, Dan, prends le livre, prends la route, pars le plus loin possible. » Je veux m'approcher, la serrer dans mes bras. « Obéis, fais ce que je te dis. Si tu m'as jamais aimé, obéis. » Je recule. Elle a déjà l'air un peu différente. Son regard vient de changer, comme une absence, comme votre pote qui a trop bu et qui décroche. C'est très perturbant, je recule sans la perdre du regard, puis je me mets à courir vers la maison. « C'est la merde !» que je dis à haute voix comme un mantra pour me rassurer. « C'est la méga merde !» Je rentre à toute vitesse, je mets le livre dans le sac à dos de Nadia, je réfléchis à ce qui pourrait être utile. D'abord un couteau de cuisine, puis de quoi manger. Je mets les crackers, les cacahuètes, les bananes et tout ce qui est facile à manger. Je ressors et cours vers la voiture. J'ouvre la portière, balance le sac côté passager. Je suis au volant. J'allume le moteur et dans la lumière des phares, je la vois. Elle a le couteau en main. Elle se rue sur moi. Je fais marche arrière, puis dérape. Dans le rétroviseur, je la vois courir après la voiture. Puis elle disparaît dans la nuit et je conduis mécaniquement avec cette vision d'horreur en tête. Ma conscience n'a pas le pouvoir de comprendre, de pleurer, de faire le deuil. Je conduis. Je suis en voiture. Je roule sur la départementale qui s'enfonce dans les montagnes. Avant la fin du monde, la fin de mon monde à moi. Nino est mort. Nadia n'est plus. Que vais-je devenir à présent? Qu'attends-tu de moi, Dieu? C'est la merde. Combien de temps je roule? Je ne sais plus. Mais je prends une route que je connais pas, et je roule à vive allure, jusqu'à ce que la fatigue abatte mes paupières. Une première fois, puis une deuxième, au troisième fermement de paupières insistant, je dévie un peu de ma trajectoire. J'ai un haut-le-cœur et je rectifie la trajectoire avant de me garer sur la bande d'arrêt d'urgence. L'émotion a totalement drainé mon énergie. J'ai tellement d'impressions fortes que c'est comme si mon cerveau était dépassé et que seul l'inconscient et le rêve peuvent s'en charger. J'éteins les phares, je vérifie que les portières sont fermées à clé, j'incline mon siège et je m'endors dans la minute. De toute manière, il n'y avait que ça à faire. Je ne savais pas où aller,
Je ne savais même pas ce que je faisais. Nadia avait sans doute besoin de mon aide. Si elle était infectée, peut-être fallait-il simplement la mettre en isolement et l'étudier avec une camisole de force, c'est entendu. Mais c'était trop de conjectures. La journée avait eu son quota d'emmerde. Je sombre comme j'ai rarement sombré. Un sommeil de plomb qui ne s'interrompt qu'avec le son d'une voiture au petit matin. Je la vois s'éloigner, puis une deuxième arrive, ce qui est rare sur ces routes peu empruntées. Je regarde mon smartphone. Naturellement, plus qu'1% de batterie. Je regarde où je suis sur la carte. Je vois à peu près, puis le téléphone s'éteint. Une autre voiture passe à vive allure. Décidément, je ne sais pas quoi faire, mais je me décide à les suivre. De toute manière, je ne me vois pas maîtriser Nadia tout seul. Il faut que je trouve la police ou l'armée, quelqu'un de compétent pour ce genre de cas. Si tant est que ça existe. J'enclenche la première, puis freine brutalement en entendant le coup de klaxon. Une autre voiture vient de passer, avec les amitiés du conducteur. « Regarde ce que tu fais, pauvre con !» Eh bien, le pauvre con, il t'emmerde. Je le suis, ce con. Je le colle pas trop, mais je peux pas vraiment faire autrement, vu qu'une autre voiture se joint au bal des survivants. Elle me colle pour le coup. 10 ou 15 minutes plus loin, nous sommes obligés de ralentir. Puis la file est totalement à l'arrêt. Mécaniquement, je vérifie que les portes sont verrouillées et je jette des regards inquiets en direction de la forêt. Je m'attends à voir surgir un endiablé, peut-être Nadia, qui sait. J'entends klaxonner au loin, impossible de voir ce qu'il se passe depuis mon siège. Je regarde dans mon rétro latéral. Rien d'anormal. Je regarde dans le rétro central. La conductrice, une dame en pleine ménopause, a l'air particulièrement nerveuse. Elle a les bras tendus sur son volant. Elle a un vif échange avec ce que je suppose être son conjoint, un moustachu qui s'essuie le front avec un mouchoir à carreaux. Je ne sais pas pourquoi, mais leur stress me répugne. Ça me donne le courage de sortir. Je mets le frein à main et je laisse tourner le moteur. Je laisse la portière ouverte, je regarde derrière et je longe les voitures. Je sens les regards hagards et même scandalisés de ceux qui sont restés dans leurs habitacles. C'est bête, mais à ce moment-là, je me suis dit que l'industrie automobile dans son ensemble avait périclité niveau design. Vraiment, quitte à mourir ici en cet instant, j'ai aimé ne pas voir une Toyota Corolla pour dernière vision. Non, franchement, aucun goût. Et encore, la Toyota Corolla, c'est pas trop mal. Je m'écarte de la route tout en scrutant l'orée du bois. Je regarde aussi loin que porte ma vue et je devine un barrage avec un camion militaire. Un homme en treillis, portant un masque et armé d'un fusil d'assaut, s'adresse à un conducteur. Je suis rassuré de voir un militaire. J'ai envie de lui demander de l'aide. Je m'avance timidement. Sur ma droite, un homme au volant me regarde avec des grands yeux ronds. Je continue à avancer. On peut encore bien s'adresser directement à un représentant de l'autorité. Mais je ne fais pas 10 pas de plus qu'une déflagration sourde retentit. Je reste transi. Le silence semble gagner toute la route. Je regarde devant, rien. Je me retourne et je vois une femme sortir tranquillement de sa voiture côté passager à une centaine de mètres. Je sens tout de suite que ça cloche. Sa démarche est trop mécanique. Un type sort à son tour, côté conducteur cette fois. Il est pris de panique. Elle se retourne et tire. La balle atterrit dans son crâne et c'est la panique. J'entends une femme crier. Je ne perds pas le tireur, la tireuse, de vue. Elle s'avance dans ma direction et tire à nouveau, cette fois dans la vitre. Un conducteur appuie sur l'accélérateur et vient s'encastrer dans le véhicule de devant. Je jette un coup d'œil derrière moi. Le militaire s'approche et me prend en joue. Je lève les mains en l'air par réflexe. « Ne tirez pas !» que je parviens à dire. Et là, je ressens une brûlure comme j'en ai jamais eu. Une balle vient de m'arracher un bout d'oreille. Par réflexe, je me jette au sol. Et dans la suite des voitures arrêtées, je devine les talons de celle qui m'a tiré dessus. Il y a un mouvement de panique. Des conducteurs sortent ici et là pour se réfugier dans les bois. Je vois une femme tomber au sol, abattue d'une balle dans le dos. Je rampe jusqu'au fossé. Les militaires progressent d'une voiture à l'autre, difficile d'abattre le tireur de là où ils sont. La douleur est maintenant si vive que je pousse un râle. Un sang chaud coule le long de mon cou et imbibe mon sweatshirt rose et sa licorne. J'entends un nouveau tir, plus proche cette fois. Ça me réveille. Je me lève, la voix à 10 ou 15 mètres de moi. Dans l'un des pare-brises, un impact de balle et du sang tout autour. Je ne vois même pas la tête du passager tellement il y a du sang. Elle pointe son arme sur moi.
Son visage semble mort, comme inanimé. Ses yeux ne disent rien. Là, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Je me baisse et cours le long des voitures en direction des militaires. Puis je vire à droite, passe entre deux véhicules et enjambe la rambarde. La pente est abrupte et jonchée d'épines de sapin. Je glisse sur quelques mètres, tombe sur les fesses et me cogne l'épaule contre un tronc. J'ai encore l'hématome à l'heure où j'écris ces mots. J'entends des tirs au loin. Cette fois, ce sont les rafales des militaires. Mais je ne reviens pas sur mes pas. La peur me pousse le long de ce terrain accidenté et hostile. Entre les sapins, je me sens en sécurité, ou du moins plus en sécurité. J'essaie de presser mon oreille en lambeaux, mais j'ai besoin des deux mains pour m'agripper aux branches et au tronc. Je sens que mon niveau d'adrénaline est tellement fort que je pourrais franchir n'importe quel obstacle. La pente se fait plus douce et la forêt plus dense. Je réalise soudain que je n'ai aucune affaire sur moi. Le sac est resté dans la voiture, tout comme le livre de la prophétie. Oh, quelle importance! Je ne parle pas le grec ancien. Par contre, mon portable, ma pièce d'identité ou encore ma carte bancaire auraient encore pu être utiles. C'est du moins ce que je pensais à ce moment-là. Mais tant pis. J'avais encore la femme au visage pâle en tête. Vous auriez vu son visage sans expression, si dérangeant, si inquiétant. Comme ces robots qui ressemblent tant à des humains, mais dont on sent bien l'absence de vie. Je venais d'expérimenter la vallée de l'étrange, vous savez, formalisée par le roboticien Masahiro Mori. J'en ai la chair de poule quand j'y repense, et ces visages à moitié morts hantent la plupart de mes nuits. Point positif, c'est le matin, ce qui veut dire que j'ai quelques heures de jour devant moi pour trouver un refuge. L'idée de secourir Nadia m'apparaît soudain comme irréaliste. J'enlève mon sweatshirt et je m'en fais un turban pour éponger le sang. Je sens que mon oreille ressemble plus à un brocoli qu'à une oreille. Ça fait mal, mais je me dis que c'est mieux qu'une balle dans la jambe ou à la main. Je relativise comme je peux. Et je me dis aussi que ceux qui deviennent fous sont étonnamment doués pour tuer. En supposant que cette femme ait été une citoyenne lambda, elle n'avait sans doute jamais tiré à l'arme à feu auparavant. Or, elle venait d'abattre de sang-froid plusieurs types. Et elle m'avait presque éclaté la tête. Un frisson me parcourt les chines à chaque fois que j'y pense. J'arrive enfin sur du plat. Je suis en pleine forêt. Je reprends mon souffle contre un arbre au tronc large. Mais le repos est de courte durée. Un homme dévale la pente. Je me cache derrière l'arbre. Il passe à mon niveau sans me voir et s'éloigne. Il est apeuré. Obèse, il tient son jean d'une main pour éviter qu'il ne tombe. Je le regarde s'éloigner. Puis je sursaute. Un tir vient de fendre les airs. L'écho part dans toutes les directions, bute contre les arbres, semble résonner pendant toute une éternité. Je fais corps avec l'arbre. Je n'ose plus bouger. J'entends un râle de douleur. « Ah, ma jambe! Non, je vous en prie !» Un deuxième tir s'élève dans les airs. Je serre les dents. J'aimerais bien rentrer dans l'arbre. Je viens de me pisser dessus. Ce serait bien d'être un arbre dans ce genre de situation. L'urine coule le long de ma jambe droite et se répand dans toute la chaussette. Je peux vous dire que vous n'en avez absolument rien à faire de vous faire pipi dessus. Dans ces cas-là, vous avez juste envie que ça passe. Je tends l'oreille. Difficile de dire ce qui se passe. Je crois qu'il s'éloigne. Mais pour en être sûr, il faut que je jette un œil. Et je n'en ai pas la force. Alors j'attends. J'attends longtemps, vraiment longtemps. Est-ce que d'autres vont dévaler la pente, pourchassés par des fous qui tuent de sang-froid? Je ne sais pas quoi faire. Et ce niveau d'impotence me répugne pour le coup. Je longe lentement le tronc jusqu'à ce que je puisse voir. Je vois l'homme à terre, mais pas son tueur. Je scanne la forêt du mieux que je peux, mais je ne vois qu'un enchevêtrement interminable de troncs. Je me décide à y aller. Je m'approche de l'homme. Il gît sur le dos, les bras le long du corps. Une balle dans la jambe droite et une autre. Eh bien, l'autre a éjecté sa mâchoire inférieure. J'ai la gerbe. Je vomis à quelques pas de lui. Je crois qu'il me reste plus qu'à déféquer et on sera au top. La peur me prend aux tripes et je me ressaisis. Revenir sur ses pas ou continuer? Je continue, tout en jetant des regards alertes derrière moi et au devant. Je fais attention où je mets les pieds. Faudrait pas faire craquer une branche,
Vous savez, ce genre de branche morte qui craque bien fort dans le silence de la forêt et sonne votre glas. J'ai la bouche pâteuse, j'ai soif, et je prendrais bien une bière. Ce matin-là, je n'ai croisé personne dans les bois. J'ai continué à avancer, jusqu'à ce que je retombe sur la départementale. Mon oreille commence à me démanger. Il me faut un miroir et de quoi la désinfecter. Je longe la route tout en jetant régulièrement des regards derrière moi. Le moindre bruit dans les bois me fait sursauter. J'ai la peur au ventre. J'entends une voiture arriver. Je me cache dans les buissons. Elle passe à toute allure. Encore un qui va essayer de sortir de la ville. Mais après l'incident dramatique du barrage, je n'avais pas tellement envie de réessayer. J'avais plutôt envie de me barricader en attendant que les militaires sécurisent les lieux. J'ai encore bon espoir à ce moment de l'histoire. Je ne suis pas totalement brisé de l'intérieur. Après 20 minutes de marche soutenue, j'aperçois les maisons du quartier résidentiel des Amoureux. Ne vous fiez pas au nom, ce quartier ne consiste qu'en 3 rues parallèles monotones et des maisons à vous ôter toute envie d'aimer. Mais au moins c'est un quartier tranquille, et qui n'a pas été pulvérisé par le météore. Je quitte la départementale et prends la petite route mal goudronnée qui descend à 45 degrés. Ce sont des petits vieux qui habitent là. Dans les années 70, la départementale ne passait même pas par là, et c'était une petite bourgade ouvrière. Puis l'usine de calcaire a fermé, et les retraités ont remplacé les familles ouvrières. J'imagine que ces pauvres pommes sont apeurés, enfermés chez eux, à attendre. Peut-être que certains sont morts de frousse. Une émotion forte à cet âge-là peut arrêter le cœur. Je pense déjà à une approche. Comment rassurer la personne et la convaincre de m'accueillir? Difficile. J'espère trouver une demeure abandonnée, pour être honnête. Ce serait plus facile pour tout le monde. D'autant qu'on vit aux États-Unis, le pays où prolifèrent les armes. Tous les petits vieux ont leur revolver par ici. Et un coup est si vite parti dans ces conditions. J'arrive à la première maison. Je ne vois aucune lumière à l'intérieur. La rue bordée de petits arbustes est déserte. Une benne à ordures a déversé ses déchets sur la route. Je monte les marches du porche. Je regarde par la fenêtre qui donne sur la cuisine. Personne. Je jette un coup d'œil côté rue et j'entrevois des jambes. Étendues à même l'allée du voisin, inerte. Je ne l'avais pas vue depuis la rue. Une couverture brune recouvre le buste et la tête. Je reviens sur mes pas. Je regarde de plus belle. Toujours aucun signe de vie. Je m'avance dans la rue à pas feutrés, jusqu'à la clôture du voisin. Je l'ouvre et je vais jusqu'au corps. Je ne peux pas m'empêcher de regarder, comme pour vérifier si la personne est bien morte. Je soulève le drap et j'aperçois le visage d'un vieil homme crispé par la peur. Son cou porte des marques de strangulation. Je remets la couverture en place. Je me souviens avoir pensé que si on s'attaque au petit vieux, c'est vraiment la fin. Quelqu'un a eu au moins la décence de le recouvrir d'une couverture. Mais ça ne me convient pas. Un devoir m'incombe. Je prends le vieil homme par les aines et le traîne. Je contourne la maison par la petite allée jusqu'au jardin. Le cadavre est maigre, mais son inertie est lourde. Les talons de ses vieilles chaussures dessinent 2 sillons dans la pelouse asséchée par la chaleur. Encore que, comme je vous l'ai dit, la température s'est refroidie quelque peu. De part et d'autre, il y a de grandes haies. Une table en bois et 4 chaises, un parasol pour donner de l'ombre, un petit cabanon au fond, et une porte dessinée dans le mur en bois. L'homme a fait mettre un Bouddha de pierre entouré de fougères. C'est là que je vais l'enterrer, au pied de la statue impassible. Je vais chercher une pelle dans le cabanon et je me mets à creuser. L'air estival redevient lourd d'heure en heure. Je creuse sans me presser, tout en jetant des regards inquiets à l'allée qui mène à la rue. Parfois, je m'arrête pour reprendre mon souffle et prêter l'oreille. Je devrais peut-être inspecter la maison, que je me dis soudain. J'hésite, mais le corps peut bien attendre. Il faut que je désinfecte mon oreille. Je monte les petits escaliers en bois blanc et là, je reste de marbre. Il y a un autre corps étendu sur la véranda. Ils l'ont recouvert d'un drap imbibé de sang. Je le soulève. La vieille dame a le visage fendu en 2. La lacération est si profonde que je vois l'os de son crâne. Je mets une main devant ma bouche. Bande d'enculés, que je me dis. Météore ou pas, parasite invasif ou non, c'est pas des choses tolérables. Je crois que je vais creuser jusqu'à la nuit venue.
Si je m'installe chez les petits vieux, c'est le moins que je puisse faire. Je me relève, vacille un peu, mais j'inspire profondément. Et j'expire avec force. La respiration consciente m'aide à reprendre le contrôle. Je tire à moi la porte moustiquaire et j'ouvre la porte de bois. Elle grince légèrement. À l'intérieur, l'air est lourd. Sur ma droite, un escalier qui mène aux chambres. Sur ma gauche, une petite commode. On y voit une photo avec les vieux sourires. Marie et James. Noces d'or. 50 ans de mariage. C'est sacrément beau. Je vais les enterrer ensemble dans le jardin. Pas même la mort peut les séparer, ces deux-là. Je repense à Nadia, mais je me ressaisis. Il faut rester concentré. J'avance dans la salle à vivre. Une cuisine ouverte donne sur un canapé en L et une grande télé. Elle est allumée, mais il n'y a aucun signal. Je sursaute en voyant une touffe de cheveux dépasser du canapé. Je le contourne avec appréhension et je ne peux soutenir le regard. Oh putain, ça m'échappe. Oh putain. Je répète ça peut-être 3 ou 4 fois, les bras appuyés sur la chaise haute de la cuisine. Il y a là un enfant, le menton sur son torse, les yeux ouverts, les mains tournées vers le ciel, la gorge tranchée. Je relève la tête, mes yeux humides se posent sur une photo aimantée au frigo. On y voit les grands-parents et l'enfant, leur petit-fils. Ils sont allés à la pêche ce jour-là. Mon cœur s'emballe. Et s'il y avait d'autres corps à l'étage ou au sous-sol? Je me retourne en évitant de le regarder. Je m'en occuperai plus tard. Je suis parrain d'une fillette de 9 ans. Elle vit heureusement loin d'ici. Je monte les escaliers en agrippant bien la rambarde. Je me sens mal, et les nausées reprennent. J'ai les tripes retournées. À l'étage, je ne trouve personne, ni vivant ni mort. Devant le miroir de la salle de bain, je retire mon turban licorne. Le sang coagulé forme une croûte dégueulasse. Je tourne un peu la tête, et je tourne un peu de l'œil. Je m'appuie au lavabo. Mon oreille n'est plus qu'un lambeau de peau. Je ne sais même pas comment régler ça. Soudain, une émotion jusque-là discrète prend le dessus. C'est le ras-le-bol. J'ouvre les tiroirs à la recherche de compresses de gaz et d'alcool à 90 degrés. Bien sûr, je trouve tout ce que je veux. Les grands-parents sont toujours bien équipés. Je n'y vais pas par 4 chemins. Je mets une petite serviette dans ma bouche et j'asperge mon oreille d'alcool. Je sue du front, je hurle, ça brûle tellement que mon corps peine à ressentir la douleur. Mais ça a le don de m'énerver encore plus. Pris de rage, je continue d'asperger l'oreille. Un bout d'oreille pendouille. Dans mon courroux, je l'arrache et hurle dans la serviette. J'asperge de nouveau et je vide toute la bouteille. Magie du cerveau, je pense à ce peintre qui s'est coupé l'oreille. Avait-il subi la venue d'un météore, lui aussi? Je presse ce qu'il reste de mon oreille avec la compresse, puis je bande le tout. Quelqu'un doit payer pour ça. Oui, vous m'avez entendu, pour les petits vieux, pour ma maison. C'est ce que je me dis. Mais qui? Les aliénés? Dieu? Je me laisse tomber lourdement sur la chaise. La rage retombe. Les forces me quittent. Je sens que j'ai besoin de dormir. Alors je vais jusqu'à la chambre à coucher au fond du couloir. En chemin, je croise la chambre du petit. Il est fan des Spurs et Wenby. Il collectionne les romans de Stephen King. Ça ne m'a pas surpris sur l'instant, mais maintenant que j'y pense, il est trop jeune pour ce genre de littérature. À moins que ce ne soit moi qui soit trop has-been. En fait, ça fait une éternité que je n'ai pas lu un roman au coin du feu avec une tisane, alors qu'il pleut dehors. Comme c'est bon ces moments où tu n'es personne et que tu ne vas nulle part. Et pourtant tu es ce personnage que tu découvres et tu t'évades avec lui. Par l'imagination, je crois que je comprends enfin la signification de la vie. Oui, la proximité avec la mort me fait comprendre que rien ni personne n'est déconnecté du tout. Que le tout est comme un grand organisme vivant. Que nous en sommes partis. Comme le cœur ferait partie du corps. Qu'il n'y a rien à gagner et rien à perdre au fond. Que le sentiment du moi séparé est une énorme farce. De mauvais goût, je m'écroule sur le lit king size de Mary et James Waters. Et je m'endors jusqu'à la tombée de la nuit. Je ne prends même pas la peine de verrouiller la porte. Je n'ai plus la force. Je m'abandonne au moment. Je ne prends aucune responsabilité
sur rien. Pas même sur ma propre survie. Et je peux vous dire que c'est reposant et jouissif. C'est un bruit dans la rue qui me réveille. Une voiture dérape, j'entends des tirs, puis je comprends que la voiture vient de s'encastrer. Je bondis hors du lit. Il fait tout noir, je n'ose pas allumer et je marche dans le noir jusqu'à la fenêtre qui donne sur la rue. Les lampadaires ne fonctionnent pas bien. Je ne vois que les phares d'une voiture. Elle a enfoncé une clôture pour finir contre la façade d'une maison. Elle prend feu. J'entends des coups de feu, mais je ne vois personne. J'ouvre la fenêtre pour passer la tête. Ça vient de la droite. Au loin, je devine du mouvement. Un tir fend de nouveau les ténèbres, suivi par un cri d'agonie. Dans le flash de lumière du tir, j'ai entrevu le tireur de dos. Il vient d'abattre une femme qui tentait de fuir. Il tire à nouveau, plus proche. Je reste là, à scruter les ténèbres, mais le feu de la voiture n'éclaire pas assez. Les lampadaires non plus. J'attends le cœur haletant, et là, elle apparaît, la silhouette de l'assassin. Je me baisse un peu. Les deux mains sur l'embrasure, je ne laisse dépasser que mes yeux. Il a une démarche mécanique, rythmée et calme. Je le vois passer devant les Waters. Il remonte la rue. Je le suis du regard et le vois disparaître dans la nuit. Il me faut une arme. À tout prix. Me voilà en haut des marches en bois qui mènent au sous-sol. Je sens le froid humide émaner de l'obscurité. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à ça de Stephen King. C'est seulement mon système nerveux qui est à fleur de peau. Je pousse l'interrupteur, je descends et fais grincer le bois. Je m'accroupis pour jeter un furtif regard à la salle. Rien d'anormal. Une table en bois avec des outils. Apparemment, M. Waters était manuel. À moins que ce ne soit Madame Waters, allez savoir. Il y a aussi un coin lecture. En bas, il fait frais et j'imagine que c'est agréable d'y venir quand les températures dépassent les 30 degrés. Je fouille un peu partout et je finis par trouver un revolver avec sa boîte de munitions dans le tiroir d'une commode. L'arme n'a pas servi, elle me semble neuve. J'inspecte le barillet et j'insère les cartouches dans les chambres. J'aime bien le bruit que ça fait. Soudain, je me sens moins vulnérable. Même si ça fait des années que je n'ai pas tiré. C'est mon père qui m'a appris. Je n'étais pas mauvais, mais c'était sur des cibles en papier. Là, c'est tout autre chose. Je remonte pour enterrer les vieux et l'enfant. Le jardin est éclairé par les lampes de la véranda. Ça me prend un temps fou, mais peu importe. Je ne peux pas me barricader sans leur offrir une sépulture. Alors je creuse et redouble d'efforts. Je suis pris d'une énergie soudaine, un mélange de devoir moral et de colère. Je finis par déposer l'enfant dans sa fosse. Il est enveloppé dans un drap blanc tacheté de sang. Je mets des pelletées de terre, je sens mes poils s'hérisser. Mes mâchoires commencent à me faire mal tellement je serre les dents. Il y a beaucoup de colère en moi. J'entends un bruit. Je tends l'oreille car je ne suis pas très sûr. Cette fois j'entends bien la voiture, devant la maison. Je laisse tout en plan, me saisis du revolver et vais me cacher dans les buissons, là où il fait le plus sombre. À plat ventre, mon souffle balaye un peu la terre. J'essaye de respirer par le nez pour faire le moins de bruit possible. Je me fige. Il y a un homme à l'angle de la maison. À sa démarche, je sais qu'il n'est pas des nôtres. Il a ce truc mécanique à faire frémir. Je reste là. Il s'avance vers les deux tombes et la fosse de l'enfant. Il s'accroupit, reste immobile. Tend son arme et tire 2 coups de feu sur le cadavre. Je sursaute mais il ne me voit pas. Les échos des tirs se perdent dans la nuit. Je suis sidéré. Puis la colère me prend. Si violemment que je dois détourner les yeux pour me ressaisir. Quand je regarde à nouveau dans sa direction, il s'éloigne lentement. Ne me demandez pas pourquoi, mais je ne suis pas resté dans l'ombre. Je n'avais aucun instinct de survie en cet instant. La colère était bien trop forte. Je me lève et je vais à sa rencontre. Il vient de disparaître à l'angle de la maison. Je passe une tête. Personne. J'avance, puis je le vois dans la rue qui s'éloigne. Il tourne soudain ses talons. Je reste accroupi dans l'ombre. Il regarde la maison. Je peux voir son visage inexpressif, si terrifiant.
Aucune émotion à laquelle se raccrocher. Il continue son chemin. Quelqu'un doit payer pour le petit et ses grands-parents, je vous l'ai dit. La colère en moi s'est réveillée. Je rampe jusqu'à la clôture, l'ouvre tout doucement pour ne pas la faire grincer, puis je cours vers lui. Il entend mes pas sur la route. Et là, je trébuche et tombe sur un genou. Ma jambe est engourdie. Il pointe son arme sur moi. Tire. La balle ne part pas. La balle ne part pas. Je pointe mon revolver et envoie une cartouche dans sa tête. Le front part en arrière sous l'impact et il tombe, raide mort. Je reste les deux mains sur mon revolver sans bouger. La fumée du tir fait danser les lumières des lampadaires. C'est poétique. Je viens de tuer un homme, ou ce qui ressemble à un homme. Alors je me dis qu'il faut leur donner un nom. Ma conscience qui n'assume pas encore le meurtre qui vient d'avoir lieu. Même s'il a voulu me tuer et que j'ai agi en légitime défense, j'ai choisi de le tuer avant qu'il me voie. C'était un meurtre avec préméditation. Mesdames, messieurs, il faut que je lui donne un nom. Il faut que je leur donne un nom. Les météoriens, c'est le nom qui me vient. Vite que je me dis, faut pas rester là. Les tirs vont attirer d'autres météoriens. Je me relève, prends l'arme du type. La balle a fait sauter le haut de son crâne. De la cervelle macule le bitume. Je détourne le regard et je reviens vite chez les Waters. C'est chez moi désormais. Le météore m'avait pris ma maison, mais il m'en avait donné une autre. Et s'il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que je suis soleil vierge et lune balance. Je suis très attaché à la terre et l'injustice me met hors de moi. En temps normal, je n'aurais pas cherché d'emmerde et je me serais contenté d'une routine tout à fait banale dans un quartier résidentiel. Mais j'étais désormais en mission. Quiconque essaierait de s'approcher aurait à payer le prix fort. On ne tue pas des gens impunément. Et j'en ai rien à faire que ce soit à cause du météore. C'était ça ou la folie pour moi. Et puis je crois que dans ces moments de dangers extrêmes, j'ai trouvé la paix de l'esprit. Non, sans déconner, vous vous arrêtez tout bonnement de penser, et une sérénité vous gagne. Vous devenez totalement présent et disponible à la situation. C'est pour cette raison que certains recherchent les sensations fortes, pour se libérer de la pensée. J'avais la chance de vivre dans un monde de peur et de chaos d'une certaine manière. À moins que je ne devienne un peu fou. Je ferme les portes à clé cette fois, j'éteins toutes les lumières et j'attends à l'étage, près de la fenêtre, avec mon revolver et mes munitions. Je vois la route et le type étalé au milieu. Je ne ressens pas de culpabilité à ce stade, elle n'est venue que bien plus tard. J'ai son arme, un Glock, un pistolet semi-automatique, une arme beaucoup plus fiable, avec un chargeur de 17 balles dans ce cas. Le météorien avait donc tiré 17 fois. 17 balles. S'il n'avait pas tiré sur le cadavre de l'enfant, je serais mort à l'heure où je vous parle. C'est un signe du destin. Dieu veut que je vive, encore un peu. Fallait que je trouve des munitions pour le Glock. Oh, je pensais naturellement à l'armurerie de Jawick Street, environ 40 minutes de marche d'ici. Les lampadaires, comme je vous ai dit, ne sont vraiment pas très puissants. Certains ne fonctionnent plus du tout. Mais on voit tout de même. Je reste là, patiemment. J'ai des fourmis dans les jambes. Alors je vais me chercher une chaise. Je prends un couteau dans la cuisine. Si un corps à corps était nécessaire, ça pouvait servir, et ça éviterait une déflagration. J'attends, mais rien. À l'aube, je me couche. Je ne retire pas mes habits, et je dors avec mon revolver à la main. C'est l'asthme qui me réveille. J'ai fait de l'apnée dans mon sommeil. Je sens l'anxiété au milieu du torse, comme une fente béante. Je suis pris d'une peur bleue. Je saute du lit et inspecte dehors. La rue semble calme, avec son cadavre sans cervelle au milieu de la chaussée. À le voir étendu comme ça, je me dis que j'ai fait une connerie. Mais je me ressaisis. J'ai fait ça pour survivre, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais je vais vous avouer un truc. Je sens ma fin imminente, comme un très mauvais pressentiment. Je ne peux pas enterrer le corps à cause du parasite. J'ai maintenant la conviction qu'il se transmet par contact direct avec la personne. Il est d'une virulence jamais vue. J'avais bien vu comment Nadia avait changé de regard en quelques instants. Et à travers Franck,
J'avais vu la violence dont l'humain était alors capable. Fallait quand même que je me débarrasse du corps et de l'odeur de mort charriée par le vent léger. Faut que je le brûle, que je me suis dit. Alors je descends au sous-sol, là où les Waters entreposaient l'alcool à brûler pour le barbecue et les allumettes. Je mets le tout dans un sac plastique et je passe par le jardin de derrière. Accroupi à l'angle de la maison, je scrute un moment puis je me décide à y aller. J'ai encore la désagréable sensation de l'anxiété chevillée au corps, comme des fourmis qui partent de la poitrine. Je crois qu'en fait je l'ai toujours eue, cette sensation, depuis la mort de mes parents, du moins. Mais j'en prenais conscience à présent, j'étais devenu un mec chiant à cause de l'anxiété, en résumé. Sauf que le mec chiant est pour l'instant encore en vie, et que le mec chiant est maintenant au milieu de la route à asperger le corps à un bon mètre de distance. Je me recule un peu et laisse une traînée d'alcool à brûler. Je craque une allumette, mais elle s'éteint au petit vent. J'ai un moment de paranoïa. Et si le parasite était lui aussi charrié par le vent? Je chasse cette pensée et j'opte pour l'allume-gaz. Ça marche. La flamme prend et suit le chemin tracé par l'alcool. Le pantalon du type prend tout de suite. J'en suis presque content. Faire brûler des trucs m'a toujours plu. J'ai d'ailleurs une belle cheminée à la maison. J'avais. Maintenant, c'est sans doute un tas de cendres. Ironie du sort pour ma cheminée. À vrai dire, on a tous le même sort. Vous avez beau accumuler de votre vivant, vous repartez les pieds devant et les mains vides. On vous mettra peut-être une pièce d'or sur chaque œil, pour le passeur. Elena, la prophète, en sait quelque chose. Elle doit bien rire de là où elle nous regarde. Les flammes gagnent la chemise et le corps devient rapidement un bûcher à lui seul. Je reste quelques instants là, je suis harassé. Mais faut pas traîner dehors, pas bon, pas bon. Je rentre et vais dans le petit bureau. Il y a une collection de vieux livres. Je dois écrire tout ce que je peux avant de mourir. Je sens comme une poussée en moi d'écrire. Il y a du Wi-Fi, mais il fonctionne par intermittence. Alors quand il y en a, j'écris à fond, sur mon cloud. J'ai l'idée d'aller à l'armurerie Jaywick Street. Mais je ne suis sûrement pas le seul à avoir cette idée. J'imagine déjà le magasin pillé de fond en comble, après qu'on ait tué le vendeur d'une balle en pleine tête. Je préfère m'attendre au pire. J'ai encore pas mal de temps avant la nuit. J'écris, puis je prends un sac à dos dans la chambre des petits. J'y mets tout ce qui pourrait être utile. Eau, nourriture, un père, bandage, couteau de cuisine, un briquet. Je mets même une corde que je trouve dans le jardin en sortant par l'arrière. Je tiens fermement mon revolver. Ma main tremble un peu, mais il est plein. Il fonctionne bien. Le fait d'avoir tué cet homme a eu des conséquences terribles, mais pour l'instant, j'étais rassuré de me dire que je pouvais le faire. Que je pouvais presser la détente et me défendre. Et puis il y a les tombes dans le jardin. Le petit et les petits vieux avaient le droit de vivre. On le leur a retiré, ce droit. Alors ils ont au moins droit à une vengeance. Dans la rue, c'est étrangement calme. Je m'attends à voir surgir un météorien derrière chaque angle de maison, chaque buisson, ou qu'il sorte par une porte comme si de rien n'était. « Hé, salut voisin, boum, tiens, une balle dans ta tête de con. » Je marche à pas feutrés, tous mes sens sont en alerte, et comme je vous l'ai dit, ça fait un bien fou. Le soleil est au zénith. Des gouttes perlent sur mon front, de temps à autre je rabats ma mèche sur le côté. Ce soir, si je suis encore de ce monde, je couperai tout à ras. Ce serait con de mourir à cause d'une mèche. Heureusement, j'ai pris une casquette dans la chambre du petit. Je la mets en arrière. J'ai l'air cool. Je longe l'allée de maison. Il y a une benne à ordures renversée et carbonisée au loin. On reconnaît à peine l'objet. Le plastique forme une masse informe, comme une cire de bougie qui aurait fondu. Soudain, j'entends un bruit. Je pointe mon revolver vers un arbre. C'est un corbeau. Il coasse, histoire de dire « Arrête ! Arrête !» Je m'approche tout en jetant des regards furtifs, à droite, à gauche, derrière moi, partout. Je me dis que si un sniper se postait sur l'un des étages, il pourrait défendre cette rue à lui tout seul. Si je trouve un fusil du genre, c'est ce que je ferai. Je me posterai en haut d'un building et je rendrai justice. À ce stade de l'histoire, j'avais encore foi dans les autorités de ce pays de bourrin. Je m'arrête net. Quelque chose dans ma tête s'est fracturé un peu. Une brèche par laquelle la culpabilité s'engouffrerait peu à peu. C'est là que j'ai commencé à parler seul,
Reste concentré sur tes objectifs. L'armurerie, l'armurerie. Tu fais de ton mieux, donc t'as rien à te reprocher. De toute façon, c'est eux ou c'est nous. Le danger quand on commence à parler seul, c'est précisément qu'on est moins alerte au danger. Pose lentement ton revolver au sol. Éloigne-toi. Je me retourne, un vieil homme avec une chemise en lin verdâtre me prenait en joue avec son fusil de chasse. Il a un toc qui contracte sa mâchoire. J'étais tellement absorbé par mes pensées à essayer de me justifier que je ne l'avais pas vu surgir de derrière moi. Hé, doucement, je suis des vôtres, ok? J'ai besoin du revolver. Moi aussi, jeune homme. Mais à la guerre comme à la guerre. Je ne tiendrai pas longtemps avec ce vieux fusil. Pose ton revolver. Écoutez, nous pourrions coopérer. J'ai tué un de ces types. Je veux rejoindre l'armurerie pour faire des provisions d'armes. Ouais, l'armurerie a été saccagée. T'as pas écouté la radio, toi. Pose ton revolver. Je le répéterai pas. T'as de la chance que je te tue pas, tu sais. Bon, vous l'auriez déjà fait. Vous en êtes incapable. Je suis moi-même surpris de mon assurance et de ma répartie. J'ai un autre flingue, un Glock, dans le sac. Il réfléchit, jette un coup d'œil aux alentours. C'est calme. Aucun danger en vue. Tu me donnes le Glock et je te laisse le revolver. Mais vous avez les munitions qui vont avec? Que je demande en me mordant la langue. Oui. Maintenant, donne-moi le flingue. Ah, vous avez saccagé l'armurerie, c'est ça? Elle était déjà saccagée. Maintenant, obéis. Je perds patience. Je retire mon sac et le pose lentement au sol. Je ne lâche pas mon revolver des mains. Quitte à mourir, autant le faire en cow-boy, le revolver en main. De la main gauche, j'ouvre le sac et je sors le semi-automatique. Pose-le au sol et tire-toi, petit. Il me presse d'un mouvement de fusil. Je m'éloigne à reculons sans le quitter des yeux. Il se baisse, prend le Glock et recule à son tour. Il disparaît dans la minuscule allée de terre qui longe un cabanon en bois. J'expire longuement. De toute manière, tu n'avais pas les munitions, que je me dis. Et puis, le vieux aurait pu te shooter, t'étais à sa merci. Je reprends la route. Si l'armurerie avait été pillée, il fallait que j'entre chez les gens, que j'inspecte les maisons une à une en quête de munitions et d'une arme supplémentaire. Je commence à devenir obsédé par l'armement. Mon instinct sans doute. En fait, je me dis qu'en temps de paix, ça ne changerait pas grand-chose, puisque tout le monde, ou presque, est armé par ici. Notre constitution n'est-elle pas formidable? Avoir une arme parce que le voisin en a une. Bienvenue dans l'Idaho. Le chemin qui mène à l'armurerie, je le connais bien. Je l'empruntais avec Nino pour rendre visite à Nadia dans son magasin et aller boire un flat white à Dunky Coffee. Mais là, le chemin m'a paru interminable et hostile. À chaque angle de maison, à chaque intersection, il fallait scruter le moindre mouvement, être prêt à courir, à tirer ou les deux en même temps. Le plus inquiétant, c'est les fenêtres. Tu t'imagines qu'une femme ou un gars va passer une tête et te tirer dessus. Je projette sans doute mon fantasme sur la réalité, car en vrai, les survivants sont barricadés chez eux, la peur au ventre. D'autant que Robtown est le genre de bled où tu t'emmerdes. Alors j'imagine que des esprits simples et avides de news angoissantes peuvent aisément devenir survivalistes et transformer leur garde-manger en bunker. L'armurerie apparaît enfin, au croisement de Jaywick Street et Grand Peaky Road. De là où je suis, je peux déjà voir que la vitrine a été brisée et la porte enfoncée. Le vieux n'a pas menti. Je vais me blottir contre une benne à ordures, cette fois encore intacte, pour observer la situation. C'est beaucoup trop calme. J'ai beau regarder les fenêtres, je ne vois personne, pas même le mouvement d'un rideau qui trahirait une présence. Mais je savais qu'on était encore quelques-uns à voir tous nos sens. Le vieux en était la preuve. Faut juste arriver à faire sauter la barrière de la méfiance, toute justifiée. Si deux inconnus ont du mal à communiquer en temps normal, imagine dans ce contexte de fin du monde, dans l'une des régions les plus armées du globe. Même un type en uniforme ne m'inspire plus confiance. Plus vraiment, du moins. On est devenus des bêtes farouches par ici. Je me décide à avancer. J'ai la désagréable impression qu'on m'observe et la sensation encore plus désagréable qu'on me prend en joue. Mais je sais que c'est la peur qui déforme ma perception. À quelques mètres du magasin d'armes, j'ai un mauvais pressentiment. Je vois bien que les lieux ont été saccagés, mais je dois en être sûr. Je prendrai tout ce que je trouverai et je retournerai me barricader.
Je pose un pied sur les marches à la peinture bleue écaillée. Elles craquent légèrement. J'attends, regarde derrière moi, en l'air et au loin. Puis je monte le reste des marches. La porte n'a plus de poignée. Je la pousse d'une main, l'autre empoignant mon revolver, prête à tirer. La porte grince et tourne sur ses gonds. Je sens une bouffée d'air chaud derrière moi, mais je suis trop absorbé à scruter la pièce. Un comptoir en forme de U me fait face. Toutes les vitrines ont été éclatées et vidées. Au mur, les fusils ont été décrochés. Ils ont même pris les couteaux, tout. Je fais la gueule. Je le vois dans le reflet d'un bout de vitre encore en place. Je jette un rapide coup d'œil dehors. Toujours personne. Quand je me retourne, je constate impuissant le canon qu'on pointe sur moi. Une jeune fille de 14 ou 15 ans me prend en joue derrière le comptoir. Un vieil homme sort de la porte de service. Il porte un t-shirt rouge taché. Il tremble un peu, mais parvient tout de même à me prendre en joue avec un Beretta. Pas de geste brusque. Pose tout doucement ton revolver sur le comptoir. À leur gueule, j'ai plutôt envie de coopérer. Ok. C'est votre armurerie? Ouais. Et on compte bien refaire les stocks. Pose ton arme si tu tiens à vivre encore un peu. J'avance mon bras et pose l'arme sur le bois du comptoir. Maintenant tu recules doucement. Laisse ton sac à dos au sol. Je sors à reculons, les paumes de main bien en évidence. Je lâche mon sac. Attends un peu. Vide tes poches. Je m'exécute. Monte tes chaussettes. Je n'ai rien. Monte tes putains de chaussettes, du con. Pas la peine de s'énerver. Je ne suis plus armé. Un vieux m'a déjà pris mon Glock. Ce revolver, c'est tout ce que j'ai. Et il y a un couteau de cuisine dans le sac. Il s'approche et me vise d'un air menaçant. Je rentre ma tête dans mon cou et pose un genou à terre pour soulever mon pantalon. Mes chaussettes sont pleines de terre et de sueur. Je me rends compte que je suis dégueulasse. Que les modalités hygiéniques ne sont plus de mise. T'as l'air d'être l'un de ces poches des bons quartiers, toi. Pour sûr que t'as de l'oseille, sors ton portefeuille. Non, j'ai tout perdu dans une fusillade, quand j'essayais de sortir de la ville. Ôte ta veste et pose-la par terre, tu commences à me faire chier. J'obéis, mais ça commence à monter en moi. La colère dont je vous ai déjà parlé. Fais pas le con, dit soudain la jeune fille. Elle a dû sentir mon changement d'humeur. Je pose ma veste et je recule. Allez, dégage de la Trouduc. Et si on te revoit par là, on te rate pas. Je sors sans les quitter des yeux, ces enculés, jusqu'à ce qu'ils sortent de mon champ de vision. Puis je marche au pas rapide pour bifurquer à la première venue. J'entre dans une rue étroite inclinée à 45 degrés environ. J'ai envie de gueuler. Allez vous faire foutre. Ou quelle journée de merde. Mais je me contente de courir à petite foulée tout en jetant des regards alertes à droite et à gauche comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, sans flingue? Alors, je me dis que ce serait pas con d'aller voir le cratère. Sans doute qu'il n'y a pas grand monde par là-bas. Et puis, j'avais cette irrésistible envie de voir ce que ma maison était devenue. Un tas de débris sans doute, mais fallait que je voie par moi-même. C'est toujours plus fort que moi, faut que je voie. Je prends la prochaine à droite, et je me cache entre deux voitures. Je viens de voir quelqu'un traverser au loin. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Il me faut une arme, putain. J'observe les maisons alentour. Laquelle choisir? Elles semblent toutes inoccupées. Et je sais qu'il y a là des gens apeurés, peut-être armés, et pas du tout disposés à vous laisser entrer. Sinon, pourquoi y aurait-il encore des voitures stationnées? À moins que le proprio ne se soit fait buter avant qu'il ait eu le temps de prendre la route. Route qui, de toute manière, est barrée à la sortie de la ville. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent, les flics et l'armée, là? On est en train de crever, par ici. Faudrait peut-être sécuriser les lieux. À moins qu'ils aient reçu l'ordre de ne pas approcher, justement. Mais je me dis qu'il doit bien y avoir une équipe pour analyser l'impact et les débris du météore. Ah, faut que j'aille voir. Faudrait au moins que je pique un marteau ou une batte de baseball. Je jette un œil dans la rue. Personne en vue. Je continue ma progression. Tantôt au pas de course, tantôt accroupi. Je ne sais pas vraiment ce que je fais, pour être honnête. D'ici au cratère, j'en ai au moins pour 1 heure de marche. Mais je sens que c'est ce que je dois faire. Et là, contre toute attente, j'entends une voix sur ma droite. « Hé,
Psst, allez vous réfugier, vous êtes fous. Je cherche d'où vient la voix, et j'aperçois un vieil homme sur son balcon. Il tient un fusil qui doit être lourd pour lui. C'est un immeuble à 3 niveaux. Je peux vous ouvrir la porte du hall d'entrée si vous voulez. Mais je ne peux pas vous laisser monter à cause de l'épidémie qu'ils ont dit à la radio. Merci, mais je dois rejoindre le cratère. Vous n'auriez pas une arme ou un couteau à défaut? Attendez, je vais voir ce que j'ai en cuisine. J'attends accroupi. J'essuie nerveusement la sueur de mon front. Je commence à avoir les pétoches. Mes nerfs sont à vif. J'ai envie de buter quelqu'un ou de cogner sur quelque chose. Je mets un coup de poing dans la carrosserie. L'alarme se déclenche. Putain. Merde, 3 fois merde. Mais qu'est-ce que vous faites? Dit le vieux revenu au balcon. Vous allez attirer, vous allez les attirer. Partez. Il lance un objet et va se réfugier chez lui. L'objet tombe lourdement sur la pelouse. Je cours voir. L'alarme me met dans tous mes états. Je jure plus qu'à mon habitude. Je ne me rappelle pas bien ce que j'ai dit, mais cette caisse en a pris pour son grade. La pauvre caisse du citadin lambda, que personne ne veut voler d'ailleurs, a sa petite alarme de merde, fait chier. Je déterre l'objet, c'est un hachoir. Génial, le vieux m'a donné un ustensile de boucher. Dan Wilkins, mesdames, messieurs, s'en va dans Roptown avec son hachoir. Halloween en plein été. Je souris tellement. C'est grotesque. Puis je détale dans une ruelle. Je zigzague jusqu'à ce que le son de l'alarme ne soit plus qu'un écho lointain et étouffé. Quelle journée de merde. Vous savez, le moment présent dont je vous parlais, c'est le genre de situation où vous êtes tout entier à l'instant. Je ne pensais ni à ma maison, ni à Nino, ni à Nadia. J'étais juste là, dans la présence, muet en urgence. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai de bonnes jambes et un hachoir plein de terre. On se croirait dans un jeu vidéo macabre. Si la vie est un jeu, alors c'est déconseillé aux moins de 18 ans. À cette pensée, je rigole. C'est absurde. Je suis sur les nerfs et pris soudain d'un fou rire. Je dois m'arrêter. Là, un café désert. Je rentre. Y a quelqu'un que je dis en poussant la porte battante qui donne sur les cuisines. J'ai toujours du mal à contenir mon fou rire. Une effluve de pourriture me stoppe dans mon élan et je cesse de rire. Un chien en putréfaction jonche le sol. Des vers grouillent dans sa panse entr'ouverte. Je ressors des cuisines. Pas la force de nettoyer. Je repense à Nino pour le coup et là, c'est plus fort que moi. Je hurle, puis envoie un coup de hachoir dans le disque jockey. La machine émet une mélodie, puis grésille et finit par s'éteindre. Les 2 mains appuyées sur l'une des tables, j'essaye de reprendre mon calme. Mais du coin de l'œil, je vois du mouvement par la vitre. Je tourne la tête. Un météorien s'approche lentement. Il n'a pas d'arme à feu, mais un couteau plein de sang. Et il boite. Je prends mon hachoir. J'avais un hachoir et une très forte envie d'en découdre, vous comprenez? Sauf qu'en fait, fallait fuir. Je ne me battais pas seulement contre un homme, c'était le parasite le plus dangereux. Un corps à corps, c'était prendre le risque de finir comme eux, infecté. Écervelé. Alors je me rue vers la porte d'entrée. Je sors, je le vois presser le pas pour m'attraper, mais je donne tout ce que j'ai. Sa jambe l'empêche de me prendre en chasse. Je n'ai aucun mal à le semer dans le dédale de ruelle. Si ça continue comme ça, j'y serai jamais avant la tombée de la nuit au cratère. Mon plan n'est pas bon. La première chose que je me suis dite quand j'ai vu le cratère, c'est... Putain. La deuxième chose, c'est... Mais que fait la police et l'armée? J'avais devant moi un talus haut de 15 ou 20 mètres. 15 ou 20 mètres de terre entremêlée et de débris. Je m'avance tout en restant alerte. On peut sentir la désolation et l'air pesant comme une chape invisible mais pesante. Je m'arrête pour observer la paroi de terre broyée. Là, un bout de carrosserie. Oh, la fatigue a réveillé mon imagination. J'imagine voir un bras ou une jambe dépasser du talus. Peut-être même une tête ou un bout de torse. Mais je ne vois rien qui ait une forme propre. Juste un mur de terre en arc de cercle. C'est tellement calme par ici que vous pouvez entendre votre cœur, et le mien bat la chamade, bien sûr. Je sens mes joues rougir. Mes muscles sont tendus et je commence à avoir mal aux poignets à force de porter le hachoir.
Je décide de faire le tour par la droite. De temps en temps, je jette un regard sur ce qui reste des rues. Putain, la chaussée de Goldmeyer Avenue est cabossée. Il pourrait recouvrir le tout d'une couche de béton et vous voilà en présence d'un magnifique skatepark. Avec des bols plus inclinés les uns que les autres. Je vois des maisons et des immeubles aux vitres brisées. Je sursaute soudain. Un pan de mur fissuré vient de s'ouvrir en deux. Puis c'est toute la façade qui cède, révélant l'intérieur de l'immeuble, comme une maison de poupée qu'on ouvre sur le côté. J'imagine surprendre ses habitants en plein dîner ou en plein ébat. Mais naturellement, il n'y a personne au-dedans. Ils ont fui, ou ils sont morts depuis. Je me rends compte qu'on vit dans des boîtes, comme des princes parfois, mais tout de même dans des boîtes. Illusion de confort et de sécurité. Elles ont l'air fières, nos demeures. Maintenant, ce n'est qu'un champ de ruines avec des crevasses, des bouts de murs, des pièces de métal qui rouillent en plein jour. Des mélanges improbables de matériaux, comme après un bombardement. Et une carcasse que je pense être celle d'un chien. Les corbeaux s'en délectent. Ils sont les maîtres des airs à Robtown. Je continue mon tour, tout en essayant d'évaluer la taille du diamètre. Mais je continue mon inspection en pleine conscience, le danger rôde, derrière chaque pan de mur, ou au détour d'un rocher, il faut être alerte. Flâner peut vous coûter la vie. Je continue ainsi 20 ou 30 minutes. Je suis fasciné par la perfection du talus, son inclinaison, sa robustesse, comme si un artisan avait été derrière ce cratère. C'est en quelque sorte un vaisseau qui aurait fait un atterrissage forcé. Un aller simple pour la Terre. L'astéroïde Chicxulub avait causé la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Et sa petite sœur, Elsie, était en passe d'en finir avec nous autres. C'est ainsi que je baptise le météore. Elsie. Comme ma filleule, j'espère qu'elle va bien. Un cri s'élève dans les airs et fend le silence pesant. C'est le cri d'une enfant, agonisant. J'ai du mal à percevoir son origine et j'ai même du mal à me dire que c'est vrai. Ce cri est si horrible, j'en ai jamais entendu de ma vie comme ça. J'ai entendu des enfants crier, bien sûr, mais pas comme ça. Ce cri d'agonie me glace le sang. J'ai du mal, certes, à percevoir son origine, mais il est tout proche. Je suis mon instinct et j'avance le hachoir bien en main, prêt à frapper. Je suis à la courbe formée par le cratère. Je m'attends à voir la victime apparaître dans le virage, et ça ne manque pas. La fillette est bien étendue sur le talus. Elle a du sang plein le visage et elle presse de ses petites mains son ventre. Je me précipite vers elle, lâche mon hachoir et m'agenouille à ses côtés. Elle a les yeux grands ouverts, plongée dans le ciel impassible. Je soulève un peu sa tête, elle me regarde à présent, elle respire l'air à grand-peine. Elle déglutit, s'étouffe de son propre sang. Je la mets en position assise. Elle émet un petit gémissement et sa poitrine retombe. L'effort vient de la tuer. Je la secoue un peu. Ses mains retombent de chaque côté de son ventre ensanglanté. Elle a été poignardée. Je n'arrive pas à la relâcher. Je sens les larmes me gagner. Pourtant, il y a une présence joyeuse qui flotte autour de moi, qui m'enveloppe. Mais je n'ai pas le temps de me délecter de l'aura qu'on me plante un couteau dans la cuisse. D'un geste réflexe, je lâche la fillette et fais face à mon agresseur. C'est une femme, mais je ne distingue pas bien son visage caché par ses cheveux longs en bataille et la secousse du corps à corps. Elle lève son couteau de boucher, je roule sur le côté pour éviter le coup de grâce, me jette sur mon hachoir et lui fais face. Elle se relève péniblement, son bras droit pisse le sang. Mais ce n'est pas ce qui me choque. Derrière la masse de cheveux, je devine Nadia. Elle se tient maintenant bien droite. Semble évaluer la situation, ne se préoccupe pas de ses cheveux, ce qui est un signe supplémentaire que ce n'est pas Nadia que j'ai en face de moi, mais un parasite. Un monstre qui tue des enfants de sang-froid, sans le moindre remords, sans sourciller, pour aucune raison. D'ailleurs, quelle raison y aurait-il à tuer un enfant? Nadia! C'est moi, Dan. Je parle sans réfléchir, mais c'est comme parler dans le vide. Je jette mon hachoir à terre et je mets mes mains en l'air en signe de soumission. Elle se jette sur moi.
J'esquive un coup, puis immobilise sa main droite, celle qui brandit le couteau. Elle ne lâche pas le couteau pour autant et me mord au cou. On tombe en arrière, elle se rue sur le couteau qu'elle vient de lâcher, je la tire par une jambe, puis m'étale de tout mon poids sur elle. Je n'ai pas d'autre choix que de poser mon avant-bras sur sa trachée. Je ne veux pas l'étrangler jusqu'elle tombe dans les vapes. Mais elle se débat fort, si fort que je dois resserrer mon bras et la prendre en étau avec mes jambes. On dirait une prise de MMA. L'instinct de survie qui prend les commandes. Elle me griffe aux avant-bras, tente de me mordre, me frappe au front. Mais je tiens bon. Je suis pétrifié par la peur. Arrête! Arrête! Que je dis en boucle. Mais elle continue à se débattre. Elle est possédée. Je resserre ma prise un peu plus de toutes mes forces, je serre les dents, j'ai les yeux pleins de larmes, je sens que je suis en train de la tuer. Mais je ne m'attends pas à lui briser le cou. Et c'est pourtant ce qu'il se passe. Son corps cesse de se débattre. Elle n'oppose aucune résistance. Je reste un moment comme ça, à regarder le ciel sans secours. Je viens de tuer la femme que j'aime. On n'est plus sur une journée de merde à ce stade. Je crois que je vais me faire sauter la cervelle. Encore me faut-il une arme à feu pour ça. Je regarde la fillette et Nadia étendues dans leurs habits de sang. Je n'ai plus la force de les enterrer. Quelque chose vient de se briser en moi. À l'heure où je vous parle, j'écris dans le bureau des Waters. Je me suis rasé la tête à la machine, comme un mec qui va passer sur la chaise électrique. La moquette est jonchée de mes cheveux. À quoi bon passer l'aspi? Écrire ces lignes, c'est ma dernière mission avant de disparaître. Écrire pour ceux qui survivront. Pour leur raconter ce qui se passe ici, comment tout a commencé, et comment on nous a laissé tomber. Si vous lisez ces lignes, il est peut-être encore temps de vous réfugier dans un coin bien reculé, de tendre des pièges, de vous armer, préparez-vous au pire. Vous allez voir des proches et des amis mourir, vous allez voir votre monde sombrer. Alors, si je peux vous donner une longueur d'avance, j'en suis heureux. Et puis j'écris pour libérer l'émotion, parce qu'un homme ne peut pas digérer ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Mon hachoir est près de la souris, mon t-shirt est pouilleux, mes yeux sont imbibés de sang, le corps est harassé. J'ai de drôles de fourmis dans la tête. Jamais ressenti ça de ma vie. Oh, j'écris machinalement, et je suis tellement dans le fil de ce récit que je ne l'ai pas entendu rentrer. Il apparaît dans l'encadrure de la porte. Ses pieds pleins de terre maculent la moquette monte à l'eau. Il me dévisage. C'est un météorien venu me faire la peau. Mais je reste étrangement calme. Ma vue se floute, et j'ai de plus en plus de fourmis dans la tête. Je sens un truc bouger dans mes yeux, mais je ne frotte pas pour autant mes yeux. Je reste impassible, comme lui. Oh, il s'avance. Il tient le fusil du vieil homme à la chemise en lin verdâtre d'une main, le Glock de l'autre. Je le regarde s'avancer vers moi. Arrivé à mon niveau, il se penche, comme pour me sentir, sans toutefois me renifler. Il pose lentement le Glock à côté de ma main gauche. Je le regarde s'éloigner mécaniquement, puis disparaître dans le couloir. Je reste apathique. Mais je sais que le Glock est chargé. Il a tué le vieux. Il a pris le Glock et il a trouvé des munitions. Il vient de me le dire par télépathie. Il n'a pas ouvert la bouche, mais il a communiqué avec moi. Ces enfoirés communiquent entre eux. Et moi, je suis un des leurs désormais. Nadia qui m'a refilé le parasite. J'écris ces dernières lignes à la va-vite. Mais je sens que mon pouls ralentit. Je deviens lent. Très lent. Je voudrais en dire davantage. Mais je ne suis déjà plus. J'espère que cette histoire t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Tu peux aussi
caché dans la